Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours un bonheur de vous retrouver au cœur de votre débat sur Info Télévision. Une occasion de passer en revue l'actualité du moment. Et ce matin, trois sujets nous préoccupent. Les tensions qui existent désormais entre le Tchad et la RCA, des tensions qui sous-tendent un autre affrontement, celui de la France et de la Russie. On en parle ce matin. Mais ensuite, nous aurons l'opportunité de revenir sur l'actualité au Cameroun. L'actualité au Cameroun, c'est le Covid-Gate. Plusieurs ministres concernés par cet autre scandale financier qui touche le pays depuis quelque temps. Les auditions se font dans les bureaux. Une situation qui augmente encore les suspicions autour de ceux-là qui doivent répondre d'une présomption de détournement de deniers publics dans le cadre, voilà, j'allais le dire, de la gestion des fonds Covid. Et bien sûr, la décentralisation dont on attend toujours la formulation définitive, la mise en pratique définitive et qui gagne du temps et bien sûr créant de ce fait plusieurs affrontements autant dans les mairies que dans les différentes régions du Cameroun. Merci de nous honorer de votre présence et bienvenue à vous tous. Cette émission se voulant interactive, vous avez l'obligation d'utiliser le 699 13 50 75 pour nous contacter. Et vous pouvez également, pour vous qui nous recevez hors du continent, passer par notre page Facebook Info TV Cameroun et participer au débat. Ils sont 4 invités, tous installés sur le plateau du débat ce matin. Je vais commencer par l'autre dame. Elle est universitaire, le docteur Jeannette Ngoé-Logan est avec nous ce matin. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Rosalie, bonjour chers panélistes, bonjour chers auditeurs. C'est toujours une joie pour nous de venir dire tout haut ce que nous pensons tout bas. Et nous avons beaucoup de plaisir à t'avoir ce matin. Merci. Bon, même si moi j'aime mes téléspectateurs, les auditeurs, ils m'attendent à la radio tranquille. À côté de vous, pour la première fois sur le plateau du débat, j'ai beaucoup de bonheur à la voir ce matin. C'est un visage politique qu'on ne présente plus au Cameroun, dont j'aurais pas des mots pour le présenter. Une carrière exceptionnelle aujourd'hui installée à l'AFP. J'ai beaucoup de plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Cyril Sambaka, qui a fait le déplacement de Douala. Et je vous dis déjà merci d'avoir accepté, merci d'être là. Ben, c'est un plaisir, ça fait longtemps, vous étiez à l'époque à Douala, oui. On se voyait tout le temps. Bon, Yaoundé, je viens pas tout le temps, bon, là, c'est un plaisir pour moi. Bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. J'espère qu'on passera de bons moments en votre compagnie. Un autre sur ce plateau, c'est l'ancien maire de Makak, secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le maire Sylvestre Lebel Niek est avec nous ce matin. Bonjour monsieur le maire et bienvenue. Madame Gesseli, bonjour et merci pour cette autre invitation. Et pour compléter ce panel, notre consultant maison, le patriarche Bilowa, ici, est en notre compagnie ce jour. Bonjour patriarche. Bonjour Madame Gesseli, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux techniciens qui s'affairent pour que nous soyons visibles, audibles. Je salue tous les téléspectateurs qui soient de Yaoundé, donc du Cameroun, que d'Afrique ou du monde, espérant que après ce débat, certains se diront oh, nous avons effectivement pris quelque chose de ce débat, nous avons découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas ou alors quelque chose d'utile à notre continent.
C'est notre combat tous les jours, patriarche. On va tout de suite, si vous le permettez, s'intéresser à notre première actualité. On parle justement de cette tension entre le Tchad et la République centrafricaine. Je l'ai dit, hein, sous fond, on ressent la Russie, puisque Emmanuel Macron a fait une récente sortie pour accuser la Russie d'être derrière les réactions observées au niveau de la Centrafrique, accusant même le président centrafricain d'être le prisonnier de la Russie, ce qui provoque donc cette tension-là, lui étant en soutien, monsieur le maire indéfectible du Tchad, puisqu'il a montré à l'occasion des obsèques d'Idriss Déby. Aujourd'hui, on a l'impression que derrière deux pays africains, on a deux pays européens qui s'affrontent. Madame Guissele, je n'irai pas aussi vite que vous. Il arrive très régulièrement qu'à la frontière, qu'il y ait des échauffourées et que des soldats puissent mourir. Il faut prendre ça comme ça. Maintenant, ce qui est certainement vrai, c'est que depuis un moment, la zone d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest est le théâtre de la rivalité, je peux dire géostratégique, entre l'ancienne puissance coloniale et des nouvelles puissances, dont la Chine, pas seulement la Russie. Ce n'est un secret pour personne. Mais de là à lier ce qui s'est passé, la mort des soldats tchadiens à ce conflit, je ne voudrais pas aller plus vite. Mais il faut quand même reconnaître que depuis un certain temps, ça ne se passe pas bien entre les anciennes colonies et leurs, appelons ça comme ça, leurs colonisateurs. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ce matin, je parle depuis hier, une délégation centrafricaine est arrivée à N'Djamena et a présenté officiellement les excuses du pays, de la RCA, au président du conseil militaire, non? Du conseil militaire tchadien. Donc, de transition. C'est en cours de règlement, c'est un conflit qu'il faut savoir prendre à sa juste valeur, ne pas vouloir absolument l'envenimer pour trouver d'autres pays derrière. Ça arrive généralement, même si on n'en parle pas. Monsieur Sambaka, vous avez aussi la sensation que c'est une affaire Afrique-Afrique, sans une main basse cachée à l'arrière? Ce sont des situations qui nous interrogent. Ce sont des situations qui nous interrogent et nous amènent à penser que nous ne sommes pas encore nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore nous-mêmes parce que derrière tout ça se cache un certain nombre de choses. Et je pense que l'Afrique doit faire très attention. Très attention parce qu'on a hérité de la colonisation. On est en train de poursuivre les mêmes méthodes que la colonisation. Et on ne s'interroge pas à un moment qui sommes-nous, d'où venons-nous, où est-ce que nous allons. Donc moi je pense qu'il y a un problème de souveraineté qui se pose. La souveraineté pris dans le sens de la souveraineté populaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous divisent aujourd'hui. Alors qu'en réalité, si on s'était interrogé sur nous-mêmes, nous ne serions pas en train d'avoir tout ce que nous avons parce que nous aurions des objectifs communs. Le panafricanisme par exemple, nous aurions la souveraineté qui émane des populations, chaque individu émancipé, pour que nous puissions défendre nos intérêts. Or, au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le schéma où il faut que l'étranger vienne nous soutenir. Quand on a besoin de quelque chose, on se pose la question de savoir, nos minerais, etc., qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que nous pouvons faire de nous-mêmes et qu'est-ce que nous attendons des autres? Tant qu'on n'a pas résolu tous ces problèmes, nous serons toujours dans cette situation où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne maîtrise pas notre avenir. Je pense que la première chose, c'est de revenir en arrière et pour savoir qui nous sommes. Donc on peut supposer que le premier pas effectué par la Centrafrique aujourd'hui vers le Tchad pour un retour à la paix, c'est peut-être un pas vers ce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut éviter les conflits. Il faut éviter les conflits. Et je pense que la Centrafrique est sur le bon chemin. La Centrafrique est sur le bon chemin parce que c'est pas sûr que c'est directement une affaire qu'on doit leur mettre sur le dos. Ouais. Mais le pas qu'ils font montre à souhait que c'est dans cette cohésion que l'Afrique pourra se développer demain. Donc s'il y a eu un incident, peut-être que plus tard on va savoir que ça a été manipulé ou pas, puisque nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de manipulation. Mais déjà, le fait que la Centrafrique aille vers le Tchad montre qu'on peut étouffer le problème dans l'œuf parce que tout le monde s'attendait à une guerre. Oui, justement. Bon, là maintenant, tout le monde va dire au Tchad, mais ils sont venus vous demander des excuses, excusez. Vous voyez, donc c'est aussi de la diplomatie. Je pense que c'est quelque chose de louable qu'il faut saluer. Il ne faut pas laisser les choses pourrir.
un croche-pied finalement à la France qui sort pour dire en face il y a la Russie qui soutient la Centrafrique, et la Centrafrique par contre qui tend la main au Tchad, comme pour dire peut-être en Afrique on commence petit à petit à sortir de cette pression ou de ce contrôle occidental. La sortie, c'est pas peut-être pour tout de suite, mais comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, nous voyons quand même que les Africains prennent de plus en plus conscience. Et ce qui se passe actuellement là, ou ce que Macron, le président Macron peut dire, moi je considère ça comme les derniers soubresauts d'un coq qui se meurt. Et la France comprend très bien que sa place est en train d'être... la France est en train d'être complètement dégagée de la RCA. Et seulement dire aujourd'hui, c'est-à-dire mettre la RCA face au Tchad et dire que ça serait un duel entre la France et la Russie, moi je dis déjà c'est une victoire pour l'Afrique. Parce qu'avant, on n'aurait pas dit ça. La France considérait la RCA comme elle aurait pu considérer le Tchad, je veux dire comme des propriétés, comme ses propriétés. Aujourd'hui, qu'elle perde cette place privilégiée et qu'elle se retrouve pratiquement en dehors de la Centrafrique et qu'elle utilise plutôt le Tchad pour venir essayer à nouveau d'annexer entre guillemets la Centrafrique. Moi je dis c'est une victoire pour l'Afrique, c'est une victoire pour l'Afrique qui est en train de sortir clairement de la colonisation. C'est une victoire pour l'Afrique qui est réellement en train d'être décolonisée parce que depuis 60 ans nous n'avons pas vraiment observé ça. La France est en train de suyer un revers, mais surtout une très forte déception parce que la France avait soutenu, je vais dire, Bozizé à l'époque, voilà, et pensait vraiment que ils allaient continuer à faire de la RCA ce qu'ils voulaient, mais ça n'a pas été le cas. Contre toute attente, le pétrole est allé aux Chinois. Alors que la France voulait de ce pétrole, comme les Américains voulaient de ce pétrole, le pétrole allait aux Chinois et ils ont trouvé un moyen naturellement de chasser Bozizé en se disant que bon, c'était Bozizé le problème. Malheureusement, Touadéra est venu et il a renforcé la sécurité. Non pas en s'appuyant sur la France, mais en s'appuyant sur la Russie. Et on sait très bien que quand la Russie arrive, c'est que les Français ne peuvent plus y rester. Donc pour moi, c'est une victoire déjà pour l'Afrique. Un bon chemin, Patriarche, vous qui appelez tous les jours, vous avez espoir que ça commence à se dessiner? Oui, ça se dessine, mais seulement il faudrait d'abord dire ceci. Il y a des troubles au Tchad, la France est derrière. Il y a des troubles en Centrafrique, la France est derrière. Donc on ne peut pas du coup, évidemment sans lire dans la boule de cristal, écarter la France par rapport à la mort des soldats tchadiens. Parce que il n'est pas à exclure que la France fait ça pour mettre les deux frères face à face. Et c'est dans le trouble, dans le chaos, que la France a les moyens de faire pression sur les chefs d'État. Puisque vous avez des problèmes, comptez sur nous, alors vous allez avoir des crédits pour acheter des armes, évidemment des armes françaises. Bon, de toute manière, ce que je dis, la France de Foccart et de Charles de Gaulle est en train de mourir petit à petit parce que les Africains ouvrent les yeux, comprennent et ils déchaînent les cerveaux qui ont été enchaînés. Et ce que fait la Centrafrique est à encourager parce que le président a dû se dire, même si ce ne sont pas mes soldats et qui sont auteurs de ce qui se fait, puisqu'on dit que c'est eux, il vaut mieux que je prenne du pas pour qu'on puisse comprendre que la Centrafrique ne veut pas de problème avec le Tchad. Il va donc, il prend le pas, il s'en va et il dit excuse. C'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier que les excuses ont un aspect qui est souvent occulté. C'est-à-dire, lorsque vous excusez quelqu'un, c'est-à-dire vous voulez être libre. Ce n'est pas la personne qu'on excuse qui bénéficie des excuses, généralement. Bon, les gens ne comprennent pas ce côté psychologique. Ils peuvent avoir l'impression que c'est un signe de faiblesse, que d'aller vers le Tchad aujourd'hui s'incliner. Non, pas un signe de faiblesse, je ne crois pas à un signe de faiblesse. Je dis, moi, je reste convaincu, même si on me traite de complotiste, pour dire que la France ne peut pas être absente
de ce qui s'est passé, puisque lorsque la RCA fait demande ou fait un partenariat avec la Russie, la France continue avec ses médias de dire ce ne sont pas des soldats russes, ils disent des mercenaires russes. C'est comme ça. Donc, la France fâchée peut tout faire pour essayer de créer une confrontation entre les deux pays et évidemment se ramener comme sauveur. Comme sauveur. Or, c'est un pompier pyromane, cette France qui aujourd'hui doit comprendre que les choses changent. Vous voulez réagir, monsieur le maire? Oui, j'allais poser la question de savoir, et les peuples là-dedans, ils sont où? Parce qu'on sort d'une colonisation pour entamer une autre. Hein. J'ai l'impression que nous pensons que la Russie est différente de la France. Non. Oui, elle est différente. Je n'ai pas vu un seul exemple où la Russie est différente. Elle est même pire, je rappelle. Que le pays qui soutient Assad, qui tue son peuple depuis un certain temps, c'est bien la Russie. Vous êtes sûr que c'est Assad qui tue son peuple? Ça, c'est une affirmation gratuite, très grave. J'ai dit encore que il faut que les peuples s'autodéterminent. Moi, j'aurais voulu que ce plateau nous dise que les Centrafricains ne veulent plus des Français, que ce soit clair. Comme les Maliens l'expriment ces derniers temps. Mais que c'est qu'on se cache derrière un supposé conflit entre la Russie et la France, ils vont finir par s'entendre. Ce ne sera pas la première fois. C'est-à-dire, l'Occident impérialiste, c'est toujours partager l'Afrique. Et moi, c'est ça que je refuse. Lorsqu'on est nationaliste, on ne doit pas se vanter d'enlever la France pour mettre la Chine ou la Russie. Le principe, c'est que les Africains prennent conscience qu'ils fassent le partenariat avec tout le monde, mais de façon libre, d'égal à égal. Parce que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Non, ça c'est le jeu des endocolons. C'est-à-dire, personne de bien réfléchi n'ignore qu'il faut des partenariats stratégiques. Et le partenariat stratégique ne veut pas dire que vous allez vous donner les pieds et les mains, vous dites attachés. Et ça dépend de la manière dont vous faites vos accords. Ce n'est pas celui qui vient, qui vous dit oui, si vous ne faites pas ça. Non. Donc vous avez l'impression que vaut mieux la Russie aujourd'hui que la France? Oui, vaut mieux la Russie. Pourquoi? Je le pense aussi. Ah, d'accord. Vaut mieux la Russie. Pourquoi? Parce que il faut que la France comprenne qu'elle n'est pas la maîtresse de l'Afrique ou de ce qu'on appelle son précaré. Et je voudrais dire, il y a une tradition qui jalonne l'histoire de la Russie en partant de l'URSS. On a vu l'URSS permettre à un petit pays de mettre le bec de la France dans l'eau, de mettre le bec des États-Unis dans l'eau, que ce soit à Dien Bien Phu ou ailleurs. En 68, lorsque les Américains quittent le Vietnam, c'est grâce à l'appui de la Russie. Et ensuite, on parle de la Syrie. Toutes les armées, quand je dis toutes les armées, l'OTAN est présent, bombarde, détruit en Syrie. Et s'il n'y avait pas la Russie derrière ce président, on l'aurait évacué comme on a évacué Kadhafi, comme on a évacué Sankara, comme on a évacué... Non, il ne faut pas tromper les gens en disant oui, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour dissuader les attaques, les brigands qui veulent de notre richesse. Il faut chercher un compagnon qui vous permet de faire un bon bout de chemin avant que vous ne soyez vous-même capable. Parce qu'un pays qui n'est pas capable, je l'ai toujours dit, de défendre son espace aérien, son espace terrestre et son espace maritime, ne peut pas faire face à la France, aux États-Unis, à la Russie. Non, c'est pas vrai. Donc, il faut choisir un pour que pendant que vous vous organisez, que vous appuyez sur lui. Vous vous appuyez sur lui. Vous partagez cet avis? Je partage cet avis tout en disant que le type de relation que l'Afrique établit aujourd'hui avec la Russie ne peut pas être le même type de relation. Qu'est-ce que vous voulez faire croire? Je vais le dire. Nous sortons de la colonisation, nous n'avions pas choisi nos partenaires. Ouais. On ne peut pas appeler ça partenaires, ce sont des propriétés de ces États impérialistes. Nous ne les avons pas choisis, nous n'avions même pas notre mot à dire sur le choix. Parce que si on nous avait donné tous ces pays et dit choisissez quand même celui qui va vous, sous lequel vous serez, sous la tutelle duquel vous serez, on n'aurait pas forcément choisi
choisi la France. Donc c'est pour dire que nous n'avions même pas de mots à dire sur le choix de notre tutelle. Maintenant, nous sommes rentrés là dans la colonisation et nous sommes sortis de là quand ils ont voulu et dans les conditions qu'ils ont définies. Et nous, aujourd'hui, nous subissons tout juste. Donc, dire que maintenant, un partenaire que nous allons rencontrer et avec qui nous établissons un partenariat, c'est-à-dire des documents bien écrits, chacun dans son intérêt, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il ne faut pas penser que nous allons toujours gagner la même chose. Non, c'est un partenariat gagnant-gagnant. S'ils nous donnent, avec des accords de défense, eux, ils peuvent nous protéger et que nous parlons d'une autre façon, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'émanciper comme ça. On ne peut pas s'émanciper comme ça sans une sorte de parrainage. Ça, c'est sûr. L'Afrique ne peut pas toute seule faire face à la France. L'Afrique ne peut pas. Donc, si aujourd'hui, nous pouvons faire des partenariats qui nous permettent quand même de nous émanciper. De respirer un peu plus. Parce que j'ai dit, et on est bien nationaliste, mais on ne va pas être nationaliste aveuglement. Il nous faut des éléments. Il faut comprendre que depuis même avant les indépendances, le discours de Oumyobé à l'ONU, nous avons obtenu ça. Est-ce que ça a marché? Je veux dire, on ne peut pas imaginer que notre seule volonté va nous émanciper. On ne peut pas imaginer ça. Nous avons besoin des partenariats stratégiques. Nous avons besoin de ces personnes-là, je veux dire de ces États-là qui peuvent soutenir la liberté. Quand Monsieur Niek, voilà, quand Monsieur Niek dit que c'est la Russie qui encourage, qui donne la puissance à Assad pour détruire son peuple. C'est la Russie qui a donné la puissance, je vais dire, aux Français pour détruire la Libye. Mais vous semblez... Si la Russie n'était pas en Syrie, dans ce cas, il y a le diable d'un côté. La Syrie serait comme la Libye. Je rappelle que si la Russie n'était pas en Syrie, la Syrie serait comme la Libye. Et je pense que la Libye n'est pas un modèle aujourd'hui. C'est un commencement aujourd'hui, parce qu'on a laissé la France faire ce qu'elle veut. Si aujourd'hui il y a quand même quelqu'un, et je pense que Poutine a émis le regret de n'avoir pas agi en Libye et d'avoir laissé tuer Kadhafi. Donc, s'il y avait eu ce contrepoids en Libye, je pense que la Libye ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est justement parce qu'il y a déjà ce contrepoids ici en Afrique centrale que les choses sont en train de changer. Nous avons vu tous les courants qui viennent là. Nous avons toutes ces guerres qui viennent ici. Nous savons très bien qu'il y a une main basse, il y a une main noire autant pour moi, qui est derrière, il y a une main dans l'ombre. Mais c'est parce qu'aujourd'hui nous avons des accords de défense et des accords de partenariat avec d'autres États que la France ne peut plus venir comme ça à visage ouvert, voilà, et faire sa loi chez nous. La Russie, la France, ou rien du tout, M. Sambaka, pour sortir de ce sujet? Non, je pense que il faut mettre tous les éléments pour arriver aux objectifs que nous voulons atteindre. Ouais. Je crois que les objectifs que nous voulons atteindre aujourd'hui en Afrique, et ça se voit dans toute la jeunesse africaine qui monte, n'est-ce pas, c'est l'autodétermination. C'est, n'est-ce pas, une Afrique qui décide d'elle-même. Ouais. Une Afrique qui n'est pas sous la coupe de qui que ce soit, qui est en partenariat gagnant-gagnant et qui n'a pas de barrière. Ouais. Donc, si on prend les choses comme ça, on peut dire que le président Touadéra a pris un chemin qui est accepté par cette jeunesse. Vous voyez, que vous soyez en RCA ou que vous soyez ailleurs, posez la question à ces jeunes qui veulent l'autodétermination, ils sont d'accord avec lui. Et ils étaient même d'accord avec le président tchadien décédé. Parce qu'à un certain moment, le président tchadien voulait cette autodétermination. Ouais. Donc, il est donc un objectif que nous voulons atteindre. Et cet objectif-là, il ne faut pas seulement regarder les Blancs. Il faut regarder nous-mêmes. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous construisons autour de cela? C'est pour ça que je vous ai parlé de la notion de la souveraineté. La souveraineté populaire est quelque chose de fondamental. Parce que nous parlons du patriotisme. Nous n'aurons le bon patriotisme que quand nous aurons la souveraineté populaire. Pas la souveraineté de Marie Le Pen, n'est-ce pas, qui encloisonne. Non, mais cette souveraineté qui est même exportable. Parce que nous sommes à un début de quelque chose. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Nous sommes à un carrefour où il faut prendre le bon chemin. Il est donc évident que pour arriver à nos objectifs, nous ne pouvons pas nous cloisonner. Nous sommes obligés de choisir le meilleur partenaire pour nous et pour les objectifs que nous voulons atteindre. Tout en gardant le fait que nous avons été comme ça parce que dans nos pays, il n'y avait que le chef d'État qui avait droit à la parole. L'Assemblée nationale est aux ordres, etc., etc. Le peuple, lui, n'existe pas. C'est des populations qu'il faut transformer en citoyens.
Vous voyez, donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en route pour que nous puissions arriver à cette souveraineté tant recherchée, à ce panafricanisme, à cette fédération, etc., etc. Donc, vraiment, ce petit pays qu'on appelle la République centrafricaine a choisi un chemin. Il faut l'encourager et voir où ça peut donner, mais en même temps, il faut que nous soyons vigilants pour qu'il ne tombe pas dans le piège, parce que si on se met à se rappeler de Sékou Touré, on peut comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Sékou Touré a tellement aimé son peuple et tout, que vous avez vu comment est-ce qu'il a été piégé et tout. Donc il faut faire attention, il ne faut pas de conflits entre nous. Les conflits qui existent déjà en Afrique sont importants. Donc si nous entrons encore dans les conflits, nous allons passer notre temps à acheter les armes. Donc voilà les pistes qu'il faut voir et amener les populations à comprendre que si elles aussi elles dorment en pensant que tout tombe du ciel, ça peut marcher. Il faut qu'ils soient vaillants, il faut qu'ils contrôlent, qu'ils sanctionnent. Les populations doivent être debout comme des citoyens, pas pour faire l'insurrection ou quoi que ce soit, non, mais pour connaître leurs droits et leurs devoirs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons ce problème au Cameroun. Ouais. Oui, mais moi je voudrais ajouter, s'il te plaît, ceux qui nous disent, oui, attention, la Chine c'est pire que la France, la Russie c'est pire que la France, la solution c'est laquelle? C'est l'autodétermination. Avec le panafricanisme. Si l'Afrique est unie, on tiendra tête à tout le monde. Mais tant qu'on sera dans nos micro-États là. J'ai une question dans ce cas, monsieur le maire. Vous avez l'impression que si on a du mal à unir, ne serait-ce que l'opposition au Cameroun, on va réussir à unir l'Afrique? Donc, en un pour nommer. Et puis, quand on a uni l'Afrique en un pour nommer, l'Afrique, comme par hasard, comme par miracle, va avoir une armée pour s'opposer à l'armée à l'OTAN. Lorsqu'on parle de l'Afrique unie, ce n'est pas une Afrique où il y a un pouvoir et une opposition. Je parle de l'Afrique des peuples qu'on doit construire et qu'on construit depuis avec le Kwame Nkrumah. Si nous arrivons à construire l'Afrique, à faire de l'Afrique au moins une fédération africaine comme l'Union européenne, je suis certain qu'on va tenir tête à tout le monde. Mais moi je dis ceux qui confondent, qui pensent que quitter la France pour aller en Russie ou chez les Américains, c'est comme la polygamie, tout simplement. Parce que dans tous les cas, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour définir clairement nos intérêts et traiter avec les gens en définissant nos intérêts préalablement, on perd le temps. Je peux vous rassurer que, donnez-moi un seul exemple où la Russie a émancipé un peuple. Un seul exemple au monde, il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas leur objectif. Ouais, leur objectif, c'est pas de vous émanciper. Dites-moi, le Vietnam, c'est qui? Le Vietnam émancipé, moi je connais le Vietnam. Oui, mais je dis que la Russie a permis l'URSS ou l'URSS. Il ne s'agit pas d'acquérir une certaine souveraineté, mais j'ai dit il faut c'est sur le plan. Il n'y a pas de souveraineté si vous n'avez pas une armée qui peut dissuader les attaquants. Et l'Afrique n'en a pas. L'Europe a l'OTAN. Je rappelle que la Suisse n'a pas d'armée. La Suisse n'est pas parce que c'est des voleurs. Parce que c'est des voleurs. La Suisse n'a pas d'armée. Non, la Suisse. Est-ce que la Suisse a la même histoire que le Cameroun? Est-ce que la Suisse a la même histoire que la Cameroun? Sans armée, il n'y a pas de souveraineté. Il ne faut pas comparer. Ce n'est pas vrai. Je suis pas comparer des pays pour comparer. Il ne faut pas comparer pour comparer. S'il vous plaît, on y va un à la fois. Attaquer la Suisse. Vous comprenez? La Suisse vit parce que c'est là où tous les prévaricateurs vont laisser leur argent. C'est pas vrai en plus. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut lire la Suisse, l'art plus blanc. Ce n'est pas vrai. Ce livre va. Il y a d'autres paradis fiscaux mieux que la Suisse aujourd'hui. Vous êtes en retard par rapport à l'histoire. Il y a mieux que la Suisse aujourd'hui en paradis fiscaux. Sauf que l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Si on dit qu'il pas regarder. Ce n'est pas vrai. Bon, peut-être c'est l'entièreté qui est le problème. Sinon l'un n'empêche pas l'autre. Il faut savoir, la Suisse a commencé à lever le secret bancaire. Il faut le savoir. Elle lève le secret Elle a commencé à le faire. Sur qui? Je vous dis que dans quelle affaire? Dans quelle affaire? Donc il y a nettement mieux. Dites-nous dans quelle affaire. Bon, en attendant que vous n'ayez plus la France ou la Suisse, on va faire parler de téléspectateurs avant de continuer. Bonjour le panel, la coopération, oui. Mais pourquoi est-ce que les pays africains se réfèrent toujours à l'Occident? Ne pouvons-nous pas exister sans eux? Soyons nous-mêmes. C'est Kalné Adidiatou qui nous écrit depuis Ngaoundéré. Autre réaction, bonjour Madame Rosalie, y compris ton panel. Ce qui se passe en Centrafrique avec le Tchad, c'est la France terroriste.
C'est la distraction en quelque sorte. Les deux pays doivent être vigilants. Les Africains doivent s'unir et comprendre que nous devons éviter les conflits en Afrique. C'est écorché depuis le Nord. Monsieur le maire ne comprend pas la situation pour le moment. Mieux vaut prendre le risque avec la Russie. La France, c'est plus de 60 ans, je pense, et toujours pas de tranquillité. Bonjour, dites à monsieur le maire d'aller relire ses leçons. La France est un pays d'assassins et de tueurs des élites africaines. Donc, mieux la Russie. Dans l'histoire de la France. Autre réaction, s'il vous plaît. Vous savez qu'à partir de cet instant, les téléspectateurs parlent. On respire un grand coup. Si c'est difficile, on prend la bouteille devant soi, on la boit et on est tranquille. Monsieur le maire. Bonjour, madame. Il ne faut pas assumer. La France a combien de Camerounais? S'il vous plaît, il faut arrêter ça. Patriarche ici. Nous pleurons nos nationalistes aujourd'hui parce que la France on respire, ça va aller. Bonjour ma fille Rosalie, bonjour au docteur Jeannette, bonjour au président Sérieux Sambaka, bonjour au panel. Ma fille Rosalie, tu vois comment en invitant les responsables, ils arrivent à l'heure. Et il a son problème, hein, lui supporte aucun retard. Donc quand j'ai un invité en retard, lui me dit tu prends le fouet. Voilà. Je propose aussi que le panel soit souvent équitable en genre, parfois 2 femmes, 2 hommes. Vous savez, les dames comme docteur, elles sont rares hein, à être de ce niveau-là et disponibles. Donc, j'en fais mon trésor quand je peux. Parlons du premier sujet. L'Afrique a été divisée par l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique divise l'Europe. C'est-à-dire, il faut multiplier les partenaires en Afrique afin qu'ils soient confus, ces Européens, eux aussi. Je pense donc que le choix du président centrafricain est bon. Voilà ce qui fait résister le Cameroun. C'est Pasteur Ramsès depuis Nkwaban qui nous écrit ce matin. Bonjour à tous. Le maire n'a pas compris que l'UPC seul face aux colons a été vaincu. Simple problème de rapport de force. Quelle erreur d'analyse. La France a toujours ses infiltrés dans l'UPC comme jadis. C'est Pierre qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonjour Rosalie. Je veux dire ce matin à monsieur Niek Niek que l'Afrique toute seule ne peut pas s'en sortir face aux forces impérialistes vu que ces puissances elles-mêmes sont très unies. Raison pour laquelle la France parvient à écraser l'Afrique. On a besoin d'un partenaire qui va nous accompagner, c'est inévitable. Bonjour, qui vous dit que la Suisse n'a pas d'armée? Personne ne l'a dit sur ce plateau, monsieur. Bonjour à vous, merci. La Suisse n'a pas d'armes. Oh, laisse ça. Là, maintenant, ce n'est pas ton domaine, laisse. Ça va créer une autre polémique. Bonjour, madame. Merci pour le panel et le sujet. L'Afrique debout. Qu'est-ce que vous avez ce matin? On reste. Tous les Suisses ont une arme à la maison. Tous les Suisses ont une arme à la maison. Tu le sais? On parle d'armée. Oui, mais c'est ça qui fait l'armée. Ah bon? D'accord. Bonjour madame, merci pour ce plateau et pour cette émission. Une fois de plus, des thématiques intéressantes. Je suis en train de vous suivre allègrement et merci de nous montrer que l'Afrique est debout. Il faut vraiment se lever, ça ira mieux. Voilà, pour les photos, je vais prendre connaissance après. Hein, parce que quand vous m'envoyez des photos en pleine émission, je ne sais pas ce que je vais en faire. Bonjour ma fille, merci pour le panel encore ce matin, merci pour le sujet. En tout cas, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les autres désormais bagarrer entre eux pour nous garder. Ça nous permet d'ouvrir des possibilités et de relancer l'Afrique, à nos présidents de saisir l'opportunité. Nous également, on va progresser sur ce plateau. Je pense que tout est clair. On va parler à présent de Covid-19, hein, en espérant que les pays africains vont se lever complètement, comme vous le souhaitez tous. Finalement, le fond, c'est ça. Hein, vous souhaitez tous que l'Afrique s'élève. On parle donc du Cameroun, hein, des milliards de francs CFA dédiés à la lutte contre le Covid-19 détournés. La Chambre des comptes de la Cour suprême a relevé dans un rapport un peu problématique également, 30 fautes de gestion, plusieurs ministères indexés dans cette autre polémique et depuis quelques jours déjà, président Sambaka, ils n'ont pas les auditer dans leur bureau. Ben, il n'y a rien de problématique d'abord, n'est-ce pas? Les faits sont là, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit sérieux. Nous avons eu des fonds Covid. Moi, j'ai été Covidé, donc je sais ce que c'est. Bien sûr. Les Camerounais ont espéré, avec leur pharmacopée, etc., pendant que des gens manipulent de l'argent. Nous avons une chambre de comptes. Ce n'est pas n'importe qui est là-bas. Ce sont des magistrats chevronnés. Ils ont fait un rapport. Et depuis qu'ils ont fait ce rapport, moi je suis scandalisé. Que partout où on ne fait que parler
de comment ils appellent ça, de présomption d'innocence. Si on devait parler de présomption d'innocence dans ce pays, vous pensez que le pourcentage des gens qui ne sont pas encore condamnés en prison serait si élevé? Donc, présomption d'innocence, quand il s'agit du Covid, c'est un crime contre l'humanité de détourner l'argent du Covid où le monde entier a tremblé. Nous qui avons été les premiers à être Covidés, nous savons ce que c'est. Donc, on ne peut pas mettre en place des mécanismes d'ailleurs qui vont nous mettre en difficulté après. Parce que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer le prix fort. Les ajustements structurels et autres que ça entraîne. On ne peut pas s'amuser avec cela. On entend partout des gens dire arrêtez, ce n'est pas encore... il y a la présomption d'innocence. Combien de prisonniers dans nos prisons qui ne sont pas encore condamnés? Pourquoi ils ne sont pas dehors? Bon, on va auditer les gens dans les bureaux, on met en doute un grand travail qui a été fait par notre Chambre des comptes qui nous a encouragés, nous autres. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des Camerounais. On a beau présenter les Camerounais comme des gens qui sont soumis à ceci ou à cela, mais il y a des vrais Camerounais. Et le problème, c'est que les peuples sont recherchés au Cameroun. Nous avons des populations. Il faut les transformer en peuples. Parce que quand je parle de souveraineté, moi je ne parle pas de la souveraineté qui concerne l'État. Human Rights a parlé, nous sommes souverains. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la souveraineté populaire, du citoyen qui transmet cette souveraineté à quelqu'un qui l'a élu pour que celui-là puisse exercer et le contrôler et le sanctionner. Le cas échéant, on met quelqu'un d'autre. Si les peuples africains se saisissent de leur souveraineté, les choses comme ça ne vont plus arriver. Parce que ce que nous venons de vivre là, c'est bis repetita. Hier, c'était du béton. Aujourd'hui, c'est la santé, c'est le sang des Camerounais. C'est pour cette raison qu'il y a une nette différence. Et je parle de crimes contre l'humanité. Parce que quand on a volé sur du béton, ce n'est pas la même chose que quand on a volé sur des vies humaines. Donc, il faut qu'on fasse très attention avec cette histoire. On ne peut pas, au lieu d'encourager une piste qui est sortie de la Cour suprême, on se met à dire présomption d'innocence. Présomption d'innocence de quoi? On attend seulement que les différents fautes soient collectées et savoir les degrés, n'est-ce pas, de sanctions. De sanctions. Donc, vous êtes convaincu que quel que soit l'âme, il y a des implications. Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun qu'il n'y a pas eu? Parce que c'est ça la question. Et ensuite, il faut qu'on soit sérieux, qu'on sache que tout ce qu'on est en train d'engager là, le FMI va peut-être nous donner l'argent pour payer nos dettes, mais nos enfants, nos petits-enfants vont payer. Et je peux vous dire que moi, je vois le Cameroun dans 50 ans, quand ces enfants vont commencer à nous maudire, que nous leur avons perdu du temps. Nous leur avons perdu du temps parce que nous n'avons pas compris. Et tout le monde parle des partis politiques. Mais les partis politiques, c'est qui? Ce sont des gens qui présentent leurs projets aux populations pour que les populations leur fassent confiance. Mais c'est les populations qui décident. C'est les citoyens qui décident. Donc, si nous voulons faire la photocopie, c'est-à-dire le colon est parti, le colon noir est venu, et qu'on va gouverner nos pays dans le système colonial, c'est normal donc que les gens qui nous colonisent puissent garder cet argent. Parce que le colon, lui, il prenait cet argent pour aller développer son pays. Nous, si nous allons dans le même schéma, il est clair que ceux qui nous gouvernent vont garder cet argent pour eux. Et le peuple dans tout ça. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser aujourd'hui et se poser la question de savoir si les Camerounais eux-mêmes ont compris qu'ils doivent s'approprier leur souveraineté. Parce que ça, c'est un problème important. Si on ne s'approprie pas de notre souveraineté, il n'est pas possible que les dirigeants, qu'on les contrôle. Parce qu'ils ont affaire aux populations. Ils disent, bon, c'est des populations, ils sont corvéables à merci. Vous comprenez? Donc, on leur donne un peu d'argent et puis ils nous confient l'affaire, on fait ce que nous voulons. Non, il faut que ça change et c'est pour ça que les Occidentaux vont nous respecter. L'Occident ne va pas nous respecter parce que une personne a parlé, mais c'est parce qu'il y a un ensemble de personnes qui réagissent. Une cohésion. C'est pour cette raison que moi j'ai toujours dit, il y a des années, que nous disons que le Cameroun sera fait par nous tous pour nous tous. Vous comprenez? C'est très important à comprendre. Si on abandonne ça entre les mains des gens qui nous dirigent, nous allons avoir ce que nous avons continuellement. Aujourd'hui, on sait
Covid, parce que nous avons une chambre des comptes qui a fait son travail et c'est devenu public. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et qu'est-ce qui se passera demain si nous ne sommes pas au courant? Monsieur le maire, hein, au-delà de tout, aujourd'hui, on a une population qui a soif quand même de justice et qui a envie de voir des résultats. Avec ces auditions qui commencent dans les bureaux, l'inquiétude gagne les uns et les autres puisqu'il n'y a plus moyen de contrôler. D'autres allaient s'asseoir au TCS par plaisir pour avoir ne serait-ce que des brides d'informations ci et là. Aujourd'hui, dans les bureaux, ça va être compliqué. Et avec cette préparation encore morale qui s'effectue autour, avec cette présomption d'innocence, c'est comme pour dire au bout, on dira personne n'a rien fait, tout est OK. Madame Guissele, moi je voudrais rester lucide dans tous les cas. Bien sûr. Je vais rester lucide. Je suis quelqu'un qui défend la justice. La justice pour tout le monde, y compris le chef de l'État, y compris les ministres qui sont accusés. Autant je ne suis pas d'accord qu'on mette les gens en prison alors qu'ils ne sont pas encore jugés, autant il faut accepter que le droit, la force reste au droit. Maintenant, quant au fait qu'on entend des gens dans leur bureau, je rappelle que c'est tout à fait compréhensible. On ne peut pas faire confiance aux magistrats de la Chambre des comptes et ne pas faire confiance à ceux qui vont entendre ces mêmes gens dans leur bureau. Aux OPJ. Vraiment, il faut leur faire confiance. Moi, j'ai dit, il y a Abdou qui dirige la Chambre des comptes, était bien magistrat hier, vous savez où? On l'a insulté, on a dit ce qu'on veut. Mais je parle chaque jour, chaque corps de l'État prouve qu'ils peuvent faire librement leur travail. Moi, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on vende du sang au peuple et que ça n'arrange rien. C'est pour ça que j'ai dit encore, laissons la justice faire son travail. Le moment venu. On sait qui vend le sang au peuple? Non, les hommes politiques, nous. Ça veut dire que nous sommes prêts à dire que tu l'as volé, même si on n'a pas les preuves. Moi, je sais une chose. Il y a des gens qui n'ont pas touché à cet argent, mais dont les noms sont cités dans cette histoire. S'il fallait mettre tout le monde dedans, je vous dis, il y a un ministre que vous connaissez très bien, qui lui n'a même pas encore touché cet argent. Et qui l'a dit au TCS. S'il ne le dit pas, si on le condamne avant de l'avoir écouté, ça devient un problème. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fraudé, qui ont porté à tête la fortune publique. Il y en a certainement dans ce groupe-là. Mais il y en a certainement qui ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'il faut laisser la justice choisir le bon grain et vendre du vrai. Parce que sinon, on va faire une sorte de justice populaire. Dès que vous êtes accusé, vous êtes déjà condamné. Ce n'est pas bon. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est un problème sentimental. Vous savez, lorsque vous avez perdu des gens, lorsque vous avez été écouvillé comme président Sambaka, vous avez, je peux dire, un peu de rancune lorsque vous savez qu'on aurait pu faire mieux. Quelqu'un d'autre parmi nous a confié cet argent pour lui. Je peux comprendre. Mais jusque-là, je dis, il faut chercher les coupables. Parce qu'il y en a dans ce groupe. Mais il y en a également qui n'ont rien fait. Je prends un exemple. Si quelqu'un vous a dit, moi je n'ai pas touché l'argent, et s'il apporte les preuves, s'il était en prison, on fait quoi? Par contre, personne n'a demandé ici de les mettre en prison immédiatement. Non, le président Sambaka n'est plus d'accord sur le principe de la présomption d'innocence. Mais oui, parce qu'il y a dans nos prisons des gens qui passent au tribunal 67 fois. Quelqu'un passe au tribunal 67 fois, on renvoie. On n'arrive pas à établir 67 fois dans le pays, dans notre pays. Le problème, hein, on ne répare pas. Peut-être ça a son inquiétude, elle, au plan de mesure. Voilà. Si on on ne répare pas par une autre. Ceux qui l'ont, les gens qui ont été condamnés sans avoir été jugés, il faut condamner ça nous tous. Mais nous condamnons pas les gens sans les juger parce qu'il y en a qui l'ont fait avant. C'est ça que je dis. Est-ce que les plateaux condamnent? Il faut qu'on reste lucide. Moi, je n'ai pas condamné quelqu'un. Non, j'ai dit, le peuple camerounais aujourd'hui sait que les gens dont nos noms sont cités sont coupables. Y compris moi. Mais là, vous êtes en train de parler au nom du peuple camerounais. Oh, je l'espère bien. Moi, je voudrais expliquer que laissons les enquêteurs et la justice faire leur travail. Le moment venu, ceux qui seront coupables subiront la force du droit. D'accord. Peut-être le souci ici aujourd'hui qui pousse les uns et les autres à s'exprimer, c'est qu'il y a des ministères au moins dont les actions étaient touchables par la population et qui n'ont pas ressenti ces actions, et avec leur nom là-bas et les montants qui sont affichés au bord, on peut comprendre que ça suscite quand même des réactions, sans pour autant en arriver aux condamnations, parce que comme il le dit le patriarche, les plateaux de télé ne condamnent pas, mais analysent ce qu'ils ont devant les yeux. Oui, chacun dit ce qu'il pense, et il ne faut pas venir jouer aux avocats ici, comme j'ai entendu le ministre de la Communication le faire, et M. Sambaka vient de le dire, et je veux le répéter, la présomption d'innocence voudrait que vous soyez libre avant qu'un tribunal vous condamne de manière définitive. Mais or, il y a des gens qui mettent 5 ans à Konangui sans être condamnés. Et à ce moment, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ce que je voudrais dire, le vrai problème, moi je vais aller à la racine.
La racine, c'est que le régime Ahidjo s'appuyait sur l'administration pour exister, ainsi que le régime Biya. Mais avec la différence de le régime Biya, que Biya ne se dérange pas. Il fait même, vous l'avez vu en campagne où ce sont les ministres et directeurs qui font la campagne. Au moins, le président Ahidjo battait campagne. Donc, à partir du moment où vos enfants de course sont menacés, il est normal que le maître se dise « Ah, je risque d'avoir des problèmes ». Et c'est pour ça qu'il est, de mon point de vue, pas du tout indiqué qu'on aille entendre les ministres à leur bureau. Parce que si vous voulez faire ça, prenons le cas que nous citons le plus souvent. En France, lorsqu'on met un ministre, lorsqu'un ministre a un problème, il démissionne. Il démissionne pour se défendre. Et vous savez pourquoi? Au Cameroun, vous ne pouvez pas inquiéter un ministre en fonction. On a vu le cas de M. Bapes. Donc, quand l'officier de police judiciaire a fini de vous entendre et qu'il constate qu'il y a des faits concordants qui amènent des gens à penser qu'il y a faute, il y a infraction, il peut vous mettre sous mandat de dépôt dès qu'il envoie son rapport au procureur. On vous met sous mandat de dépôt alors qu'il y a une présomption d'innocence. Et ensuite, aller entendre les ministres au bureau, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. On craint la corruption, que le ministre tire son tiroir. Quand c'est fini, il dit petit, c'est bon, bon travail, il va prendre le carburant avec ça. Et on fait en sorte que cette histoire accouche d'une souris. Et personne ne condamne. Il faut que ce soit clair, que les défenseurs de certains ne viennent pas dire que le peuple ne condamne pas. Il n'a pas. C'est le tribunal qui condamne au nom du peuple. Mais le peuple a le droit de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il constate. Et c'est ce que nous faisons ici. Sur ce plateau, je vous ai dit que cette histoire risque d'accoucher d'une souris. Parce que moi, j'ai effectivement approché des ministres qui m'ont dit, je vais faire par exemple 7 heures là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai été obligé de faire le cours à celui qui m'entendait pour qu'il comprenne comment l'argent qui vient des institutions de Bretton Woods fonctionne. On ne nous donne pas l'argent en main. Ça passe par le CAA et ensuite par la banque centrale, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Dès qu'on commence comme ça, le ministre Sadi monte au créneau et vous dit non, présomption d'innocence. Nous disons attention, on risque d'avoir les mains. On a eu des scandales énormes ici qui ont été étouffés et personne n'a rien dit. En tout cas, le peuple n'a rien dit parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a même pas les moyens de dire quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, laissez au moins le peuple se satisfaire de ses pleurs et au lieu de nous apporter les histoires de droit, le machin de présomption. La présomption, ça doit être général. Vous avez l'impression que c'est une tentative de musellement? Oui, absolument. Si l'application de la présomption d'innocence n'est pas générale, ce n'est plus une présomption d'innocence. C'est une présomption de copain à copain. On dit, ah, ça c'est un frater. Il ne peut pas, va d'abord de côté. Et les autres, regardez ce qu'on fait lorsqu'on dit qu'un bandit a volé une sardine. Dès que tu arrives chez le procureur, paf, mandat de détention alors que vous n'êtes pas encore condamné. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que le code de procédure pénale voudrait que quelqu'un qui a un domicile connu et qui est lui-même connu ne soit pas mis en détention provisoire. Mais seulement, dites-moi le nombre de personnes connues, je ne vais pas les citer, elles sont nombreuses et qui sont à Konangui, alors qu'elles auraient pu rester et aller comparaître libre. Et lorsque le tribunal a établi qu'il y a effectivement violation de la loi, à ce moment, on vous envoie à Konangui. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que certains profitent pour dire que cette histoire, c'est un règlement de compte politique. Il faut que ça reste judiciaire. Et si on veut que ça reste judiciaire, il faut que la démarche soit
uniforme, qu'elle soit appliquée à tout le monde de la même manière. Mais en ce moment, et je sors par là, le problème, c'est que les Camerounais se demandent 180 milliards, 214 milliards, ça fait 394 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Même moi, je voudrais qu'un ministre nous réponde clairement. Que les 394 milliards, voilà ce qu'on a fait. Moi, Biloua, ici, je n'ai rien vu. Je ne parle pas au nom du peuple parce que je ne suis pas mandaté par le peuple. Là, je dis que je n'ai rien vu de ce que les 394 milliards ont fait. Non, là, je le constate, mais je ne condamne pas. Lorsque vous aurez fait vos combines là-bas, alors à ce moment, on va vous dire non, ils avaient raison, personne n'a rien fait. Il faudrait que le moment venu, dans ce cas, qu'on nous ressorte l'argent là et qu'on puisse utiliser pour payer la dette. On a vu avec les stades, la construction des stades. Nos stades qui coûtent 4, 5, 6 fois plus que le même genre de stade ailleurs. On a parlé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est celui qui était indexé qui a été nobelisé. Et vous pensez que ça fait plaisir aux Camerounais? Non, pas du tout. C'est pas que on est sûr, mais au moins les Camerounais auraient voulu voir celui qui était mis en cause passer devant le tribunal et démontrer que je n'ai rien fait. Mais qu'on ne fasse rien et que sur quoi on devient ministre d'État. Compliqué. Oui, docteur Ngoé Logan, aujourd'hui, on demande à tous les Camerounais de se calmer, de regarder le procès se faire. Et aujourd'hui, on auditionne les gens dans les bureaux et on est censé rester calme parce qu'il y a la présomption d'innocence qui est brandie aujourd'hui à tout le monde. La présomption d'innocence doit être appliquée naturellement. Le fait que le peuple veut que les choses se passent comme les choses se sont toujours déroulées, ce n'est pas vraiment un problème du peuple, mais c'est le problème de la façon dont la loi a souvent été appliquée ou n'a pas souvent été appliquée. Parce que si la loi avait été normalement appliquée, effectivement, tout le monde jouirait de la présomption d'innocence et on ne sortirait pas des cas de dysfonctionnement comme la règle. Voilà. Donc que des gens soient quand même en prison alors qu'ils sont encore mis en examen, je vais dire, ils ne sont pas encore condamnés et qu'ils se retrouvent à la prison alors qu'on connaît leur domicile, on sait où on peut les trouver. Ça, c'est une tare, je vais dire. Ils ont beaucoup d'argent aussi, hein, ils peuvent fuir. Oui, ils peuvent fuir. Il faut prendre les dispositions pour qu'ils ne fuient pas. On ne va pas bloquer la police devant leur domicile aussi. Peut-être qu'on est sûr qu'à côté, on les a à l'œil. Madame Gessele, je sais de quoi je parle. On peut surveiller ces gens sans mettre les vous étiez le commandant X au Cameroun. On avait attrapé, je pense qu'il y a un ministre qu'on avait attrapé au Nigeria qui était apparemment habillé, ou bien à la limite avec le Gabon, qui était habillé comme enfin dans un cabalitou. On a quand même pu mettre la main sur lui. Ça veut dire qu'il y a quand même des moyens pour. Il y en a qui ont réussi à partir aussi, il faut le citer. Oui, mais il faut dire que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Okay. C'est en même temps vous qui voulez que tout le monde jouisse de la présomption d'innocence. Ça veut dire que même ceux qui sont en prison, on les laisse rester chez eux du moment où ils ne sont pas condamnés. C'est encore vous qui dites que quand on les laisse chez eux, il y en a qui vont disparaître. La loi prévoit des cas de privation de liberté. Vraiment, il faut le dire. Il ne faut pas faire comme si la loi n'a pas prévu comme les gens en détention préventive. Naturellement, mais vous ne voulez quand même pas dire que tous ceux qui sont là-bas remplissent ces conditions de prévention. Alors que ceux qu'on nous auditionne dans les bureaux, de la même façon pour tout le monde. Voilà, donc c'est ce que nous demandons, que la loi soit appliquée de la même façon pour tout le monde. Tout à fait. Je ne considère pas les auditions dans les bureaux comme quelque chose qui devrait forcément nous frustrer. Ce que nous voulons, c'est le résultat. On ne reste pas trop, on dit en physique que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc on ne reste pas trop sur la méthode, mais nous voulons le résultat. Et nous voulons qu'à la fin de toutes ces auditions, y compris ce qui s'est passé à la Cour suprême, que nous ayons le résultat et que nous ayons assez d'éléments qui nous montrent que voilà, les gens ont détourné ou les gens n'ont pas détourné. Il faut que la justice qu'elle soit appliquée pour tout le monde et que tout le monde en bénéficie. On ne peut pas tout d'un coup, parce qu'il y a des soupçons de détournement, on ne peut pas décréter que tout le monde a détourné.
Comme l'a dit tout à l'heure M. Niek, il y a quand même un ministre, effectivement, qui a dit qu'il n'y a pas touché. Pourtant, son nom est là et on aurait pu faire des analyses sur les plateaux même et penser. Je pense qu'on a listé tous ceux qui sont dans la liste des attributions. Voilà, on a listé des attributions. Le peuple a pris ça comme si c'était déjà des fonds détournés. Il y a une nuance, il y a la dotation et il y a ce qu'on en a fait. Et on suppose que nous, on a tout de suite supposé qu'il y a eu cette dotation et que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire avec et que ça a été détourné. Mais il y a des personnes qui ont eu cette dotation qui ne les ont pas utilisées du tout. Il y en a qui ont eu cette dotation et qui ont utilisé en partie ou qui ont utilisé... Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas donné l'argent comme ça. On leur a dit, vous faites ceci, vous faites cela avec cet argent. Docteur Logan, la réalité aujourd'hui, c'est que ce serait une bonne chose que cet argent soit encore en caisse et que ça puisse servir à autre chose. Personne n'a rien contre. Tout à fait. Peut-être l'inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir confiance en la justice qui, pendant plusieurs occasions, a manqué l'opportunité de bien faire. Oui, il y a un problème de confiance naturellement parce qu'on a toujours l'impression que c'est à deux vitesses, la justice est à deux vitesses ici. Il y a ce problème de confiance, mais il faut quand même avoir de l'espoir. Parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on ne l'avait pas encore vécu. Qu'on voit des ministres en pleine fonction qui sont en train d'être auditionnés comme ça. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme le soleil qui se lève et nous devons avoir confiance. Un peu d'espoir. Oui, mais il faut que ce soit le début de la fin d'un système. Il faut que ce soit le début de la fin d'un système parce que pour moi, jusque-là, c'est du spectacle. N'est-ce pas? Des fonds ont été détournés. À quel niveau on est en train d'établir les comptes. Maintenant, si les fonds n'ont pas été détournés, on va nous montrer ces fonds. Évidemment. Il faudra qu'on nous prouve que ces fonds sont là. N'est-ce pas? Et puis on dira que la présomption d'innocence a quand même joué. Mais pour le moment, nous savons que nous n'avons pas une chambre de comptes qui s'amuse. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles doivent être transformées en cour des comptes. Parce que les magistrats qui sont là-bas ne sont pas des enfants. C'est des gars qui ont fait du bon boulot. Et même leur président a été au TCS, il a dirigé le TCS. Donc les enquêtes de ce genre, il sait comment les conduire. Il ne faut pas qu'on les transforme, n'est-ce pas, en des gens qui ont écrit n'importe quoi. Ils n'ont pas écrit n'importe quoi. C'est aux gens de se justifier. S'ils n'ont pas détourné de l'argent, ils se justifieront. Mais ceux qui ont détourné de l'argent, on va les placer. Oui, mais tel qu'on est en train d'aller, parce que quand un ministre sort et qu'il est le porte-parole du gouvernement, et qu'il a cette tendance à aller vers la présomption, nous aussi, on a tendance à aller vers des soupçons. N'est-ce pas? Que l'affaire veut être étouffée. Et il faut qu'on soit vigilant. D'accord. Oui, je voudrais ajouter ceci. Lorsqu'on parle, c'est parce que moi, je n'aime, comme on dit, le jeu haïssable. Le commissaire Biloa a ici est pris parce qu'il y a des petits problèmes, d'autres, il y avait même des problèmes de fesses dedans. On l'envoie à Conakry. J'ai dit non, monsieur, vous ne pouvez pas me juger parce que le commissaire de police, l'article 34 du statut spécial de la Sûreté nationale me donne le privilège de juridiction. Pas question. Condamne. Il a fallu que j'arrive jusqu'à la Cour suprême pour que la Cour suprême leur dise, mais bon Dieu, comment vous pouvez juger quelqu'un qui a le privilège de juridiction à Yaoundé alors qu'il vous dit que vous ne pouvez pas le juger relativement à un texte de loi. Donc, votre présomption d'innocence, c'est un problème de règlement de compte. J'en ai été victime. Il n'y a pas de présomption il n'y a pas présomption d'innocence lorsqu'on veut vous mettre en tôle. Il y a présomption d'innocence lorsqu'on veut vous protéger. Et c'est ce qu'a commencé déjà à faire le ministre de la Communication. Nous ne disons pas, comme M. Sam vient de le dire, nous voulons les preuves que l'argent n'a pas été détourné. Voilà. Bonjour le plateau, vraiment quel panel aujourd'hui, bravo madame, tous vos invités sont bien argumentés et ça rend le débat bien élevé, je me régale. Malheureusement, ça va finir bientôt, ne pleure pas M. Dixon. Titi Dibamba, ce matin, faut pas pleurer. Bonjour et rebonjour, je suis centrafricain et je souhaite que mon président Archange Touadéra doit faire le dialogue avec le président tchadien et de prenez bien votre position parce que nous ne sommes plus les objets pour être manipulés par la France.
Bon, c'est arrivé après, mais bon, on est en pleine lecture et ça s'est glissé, même si on a traversé le sujet. Il fallait faire plaisir à notre ami de la Centrafrique qui nous regarde. Bonjour les panélistes, bonjour madame. Vous parlez de quoi? La fameuse présomption d'innocence concerne seulement les personnalités. Pourquoi retient-on souvent un simple citoyen lorsqu'un voisin l'accuse d'avoir volé dans un commissariat? Incroyable au Cameroun. Nguéné du Jean-Marie depuis Mbalmayo qui nous écrit ce matin. Bonjour encore à tous, je vous reviens pour cet autre sujet. Alors mon cher président de l'AFP, c'est déjà la nomination complète, président. C'est son choix. Que le bon Dieu. Voilà les occasions que les partis politiques d'opposition de démontrer leur rôle dans notre République. Au lieu qu'on demande à la population d'aller marcher pour chasser Paul Biya, il faut donc qu'on demande au peuple de se lever maintenant pour réclamer une justice équitable. Soit on libère ceux qui sont en prison pour présomption d'innocence, soit on met d'abord les autres 24 ministres en prison en attendant les preuves. Et je prie tous les pasteurs, prêtres, imams et autres leaders religieux d'excommunier tous les ministres de leur congrégation qui sont impliqués afin de laver le nom de leur congrégation. Les ministres qui sont entendus dans leur bureau nous prouvent simplement qu'ils sont au-dessus de la loi camerounaise. J'ai un rêve. Pasteur Pierre Ramsès depuis Nkwaba. Pour ce ministre qui déclare qu'il n'a jamais retiré l'argent qui a été mis à sa disposition, c'est un sorcier. Comment explique-t-il que les gens sont en train de mourir, on donne de l'argent pour sauver des vies et plus d'un an après, et pendant que les gens mouraient, lui refuse d'utiliser cet argent pour sauver des vies. Je pense que c'est le premier à condamner à mort pour non-assistance à personne en danger pendant qu'il avait des moyens. Pasteur Ramsès qui nous écrit. Autre réaction, Bilo ici a raison. Nous avons une justice à charge. Nous avons une justice à charge, tout dedans. Tous dedans. On doit les mettre. Bonjour madame, j'ai un problème avec les tests et les lois que nos pays prennent pour coller dans nos institutions. Est-il possible dans notre pays de mettre en pratique toutes ces lois? Non. Je ne pense pas que je prends un exemple. J'ai un domicile connu. Si je suis soupçonné pour une affaire, je fuis et je me cache à l'extrême nord. Pourriez-vous me retrouver? Non. C'est Georges depuis Douala qui trouve qu'on doit tous les garder. Bonjour à tout le plateau. J'aimerais vraiment me lever un matin avec un cœur plein de joie parce que j'aurais suivi une information gaie provenant de nos gouvernants. Leur champion à une certaine époque demandait les preuves. Aujourd'hui, présomption d'innocence et demain, ce sera quoi? Nous comprenons à travers ce phénomène que la justice manque de liberté, tout au moins lorsqu'il s'agit des seigneurs de ce régime. Parlons seulement. Joseph qui nous écrit depuis EDA. Bonjour le plateau et j'espère la Chambre des comptes a tout établi en expliquant bien dans son rapport qu'il y a eu faute de gestion et détournement dont il ne reste que les condamnés et c'est ce que nous attendons. C'est clair. Et à Kamaloun, j'ai découvert un nouveau verbe ce matin, le verbe covider. Madame Rosalie, désormais il faut continuer à nous rincer les yeux chaque matin avec des invités tels que Ngoy Logan. Massa, elle est belle comme la parole du Christ. Merci. Miam miam, il a ajouté, il va bouffer. Madame Guessele, le Cameroun, c'est le Cameroun. Qu'est-ce qui vous surprend alors que la gestion du Corona Gate est par l'exécutif et le judiciaire? Est-ce le dernier cité qui a décidé de l'exercice de ses compétences et de la parution des ministres devant le TCS? Je ne pense pas. Est-ce lui qui vient de décider qu'il soit désormais audité dans leur bureau? Je ne pense pas. Voilà la séparation de pouvoir au Cameroun. Remettons-nous à Dieu. Nous reprendrons espoir par rapport à l'avenir. Bonjour, je tiens à rappeler à monsieur le maire que si la Chine est développée, c'est à cause de 11 000 ingénieurs russes qui ont formé les citoyens chinois. Bonjour Madame Rosalie, tous ces gens-là doivent être jugés et punis, qu'ils retournent les fonds. Salut à notre patriarche national, c'est Monsieur Carlos depuis Kribi. Madame Guessele, c'est la peur qui amène certains à parler de présomption d'innocence. C'est même ceux qui évoquent cette présomption qui sont fortement impliqués. Ils s'accusent eux-mêmes en invoquant la présomption d'innocence. Ils veulent prendre le temps pour fuir. Bonjour Rosalie Labelle. La présomption d'innocence s'applique à deux vitesses. Certains Camerounais ont été autrefois arrêtés et jetés en prison à Mondovision. Ceux-là ne sont même pas jugés. Les voleurs, je vais commencer par le haut.
Madame Rosalie, les Camerounais ont été toujours calmes. Le problème de corruption, c'est le colon qui a intégré cela dans notre société et nous avons accepté. Quelle éducation pour nos enfants. Les voleurs de la République, ils sont habitués à voler puisqu'aucun contrôle. Il faut que cela cesse. C'est Corsier du Nord. Bonjour Rosalie. Et cette présomption d'innocence dure combien de temps? L'État donnait 24 heures aux familles pour enterrer les morts de Covid. Mais pour les enquêtes, il faut 1 an. Quelle honte. Bonjour. De toutes les façons, le plus important est de savoir où tout cet argent est parti. Nous, on ouvre les yeux. Bonjour, je suis Dali Sona, je vous écris depuis l'arrondissement de Fongo-Tongo. Vraiment, à mon avis, pour mettre fin à ce problème de détournement, il nous faut tout juste voter une loi qui autorisera la condamnation à mort sur la place publique. Je suis souvent très énervé quand on parle tout le temps du détournement. Ça me donne l'envie de prendre les armes et commencer par mon département même. Merci. Pourquoi vas-tu tuer les gens de ton département? Ils sont graves, les Camerounais. Allez, à le temps d'une transition, on revient. Voilà, on va tout de suite s'intéresser au tabloïd paru ce matin. Nous démarrons avec Info Matin qui nous parle de fonds Covid, la répartition à problème de John Gouté. À l'origine du scandale actuel, une distribution subjective par le Premier ministre des 180 milliards destinés à la lutte contre la pandémie. L'actualité en page 3, le journal nous parle également de la cabale en continu. Famine Dongo dans le viseur d'un cabinet noir. La nouvelle trouvaille de ces apprentis menteurs est que le MINSUP est détenteur de plusieurs immeubles meublés à Yaoundé. Les précisions en page 4. Poursuivons avec l'essentiel qui parle également de Covid-Gate. L'opinion condamne plus vite que le TCS. Apprend-on en page 3 et 6. Dans la même actualité, le Messager parle du Covid-Gate, le procès du régime Biya. Au-delà du scandale qui secoue le sérail, Patricia Tomaino Ndandjoya et l'UDC égrène un chapelet d'incohérence systémique. On en parle en page 3. Bandakani, le chef de l'État, doit faire le grand ménage. Le président national du nouveau mouvement populaire passe au crible les mots de la gouvernance au Cameroun en page 8. Et Singang. Le journal disponible, pas d'activité gouvernementale. Les fidèles de Paul Biya au travail. On peut apercevoir quelques ministres cités parmi ceux-là qui, d'après Singan, travaillent énormément. Le jour parle de Covid-19. Vaccin cherche preneur. Selon les données du 26 mai dernier, 57 630 personnes ont été vaccinées. Le stock des vaccins AstraZeneca arrive à péremption en septembre 2021. Apparemment, les gens ne se bousculent pas pour être vaccinés. L'actualité en page 2 et 3. Assemblée nationale, les députés parleront des coupures d'électricité et des titres fonciers dans cette autre session du mois de juin qui s'ouvre. Les détails en page 8. Poursuivons avec le quotidien Mutation. Le journal nous parle du domaine privé de l'État. L'autre audit explosif en perspective. C'est en page 5 les détails de cet autre couloir qui sera exploré dans quelques temps par l'État et qui est en téléchargement. Cameroun Tribune, le journal nous parle de lutte contre les accidents de la route, les maires au front. Le transfert des ressources récemment opéré par le Mintransport en faveur d'une douzaine de communes situées essentiellement sur les axes accidentogènes est destiné à renforcer leur rôle dans la prévention. L'une des principales causes de mortalité donne ainsi l'occasion de voir une expérience concrète du processus de décentralisation. Le journal vous invite à lire son focus en page 6 et 7. Repère dans la suite nous parle justement de 700 étudiants de master qui sont aux abois, issus de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ils sont frappés de forclusion pour la soutenance de leur mémoire. L'actualité en page 10 et puis on sort avec l'œil du Sahel. Covid-19, révélation sur la gestion des finances de l'AFD en page 3. Voilà. Et bien sûr, la vaccination qui ne fait pas courir à Garoua. Le journal en parle également en page 8. Dr Ngoy Logan, une actualité qui a retenu votre attention? Le tout premier, je n'ai pas retenu le journal, mais Info Matin. Voilà le titre quand même. La répartition problématique des fonds Covid par le PM.
Oui, c'est un formateur. Voilà. Depuis que toute cette histoire a commencé, le Covid-Gate, comme on l'appelle, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on avait reparti? Qui avait demandé de repartir? Quelles sont les idées? Quel est l'objectif qui a présidé cette répartition? Parce que jusque-là, je vous dis, je ne me retrouve pas. Je n'ai pas du tout des réponses. Je ne comprends pas pourquoi on prend des milliards pour donner à un ministère, en sachant que nous étions en période de confinement quand même du mois de mars, presque au mois de juin, et que dans la plupart des administrations, les gens faisaient le télétravail. Ça veut dire que ce qu'il y a dans les charges, je veux dire, que l'on a généralement, comme le transport ou des missions qui étaient toutes arrêtées, je pense qu'il y avait quand même assez d'argent qu'on pouvait reconvertir pour le minimum, pour ce matériel minimum dont on avait besoin, comme des masques, des gels, des seaux. Donc ça veut dire à l'intérieur de certains ministères, on n'avait pas forcément besoin d'un appui, puisqu'il y a des activités qui étaient arrêtées. Bon, l'argent du carburant, vous êtes toi, moi, chez vous. On va peut-être c'est qu'a fait le ministre qui n'a pas touché. Voilà, moi je pense que c'est comme ça, c'est peut-être comme ça qu'il a fonctionné, parce que c'est tout à fait compréhensible, puisque les gens ne travaillaient plus, les gens restaient chez eux. Donc il y a l'argent du carburant qui ne peut plus utiliser pour le carburant. Quelqu'un ne peut pas être chez lui pendant 3 mois, vous lui donnez quand même de l'argent de carburant. Il y avait le télétravail, des gens travaillaient chez eux pour la plupart, et parfois c'était une fois par semaine. Donc on n'aurait pas dû... Non, pour le matériel là, surtout pour certaines administrations, on n'aurait pas dû partager l'argent, et on n'avait pas forcément besoin de donner de l'argent pour un minimum de matériel, parce qu'il y avait encore des fonds pour d'autres lignes, et des lignes qui ne pouvaient plus fonctionner en contexte de confinement. D'accord. Monsieur le maire? Je vais revenir sur l'actualité développée par le journal, je crois, Le Jour, qui parle des vaccins qui cherchent preneurs. Ouais. Pour pas de communication gouvernementale. Parce que dans tous les cas, je pense que une pandémie chez elle de 3 façons. Soit on a le remède, nous on en a quand même. Parce que ce qu'on ne relève pas suffisamment, c'est que le Cameroun a pu contenir, grâce à tout le monde, cette pandémie. Je ne dis pas que les gens ne sont pas morts, mais on a pu. C'est pas ce qu'on prévoyait pour nous qui est arrivé. C'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que il me semble que le gouvernement communique suffisamment sur la vaccination. Où le gouvernement a intégré le fait que les populations ne veulent pas du vaccin et ils se tuent. Ou alors le gouvernement a une autre solution. Donc je voudrais appeler le gouvernement à communiquer plus de manière que je ne dis pas c'est un don, mais le projet COVAX qui permet au Cameroun, comme de AstraZeneca. Non, il n'y a pas seulement AstraZeneca, il y a le vaccin chinois qui est en tout. Non, ça c'est hors programme COVAX. Au projet COVAX, c'est AstraZeneca. Le vaccin chinois a été homologué, je pense, hier par l'OMS, qui va aussi entrer dans le projet COVAX. Non, qui va pour l'instant. Parce que sinon, ce sera encore comme si nous avions des vaccins n'a pas utilisé à cause du gouvernement. Il faut qu'il communique. Malheureusement, je n'ai pas l'impression, ou alors c'est le Covid-Gate qui a mis tout le monde sous le ténoir, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une communication forte par l'image, par les paroles et autres, comme il y a eu lorsqu'on avait commencé cette histoire au mois de mars. D'accord. Patriarche? J'ai retenu 2 choses, effectivement. Le président doit faire une toilette. Il y a quelqu'un qui l'estime et il a raison. Parce que tous ces gens qui disent soutenir le président Biya sont des menteurs. Ils soutiennent leur position. Ouais, avec le messager, c'est Banda Kani qui l'a dit. Ouais. Ils soutiennent leur position et non le président de la République. Mais dommage, le président malheureusement s'appuie sur eux, comme je l'ai dit, puisque c'est grâce à eux qu'il est là, qu'il est réélu, parce que c'est eux qui font la campagne. Mais à la vérité, le président doit changer sa manière de collecte des informations. S'il reste attaché au mensonge institutionnel qui a fait aujourd'hui que le Cameroun soit ce qu'il est, c'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Bon, maintenant, la répartition des fonds Covid. Je l'avais dit dès le départ, je ne sais pas qui a pris. S'il y a quelqu'un à punir, c'est celui qui a pris la décision de répartir. Je ne vois pas pourquoi. Dites-moi, il est vrai pour nous qui avons la comprenette difficile, il faut beaucoup d'explications pour qu'on comprenne. Quand on prend l'argent du Covid, on donne au ministre du Commerce, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Je prends un exemple comme ça. On aurait pensé que
la chose se passerait de la manière suivante. On fait une commission et qui gère cela en fonction, par exemple, puisqu'on dit lutter contre le Covid, en fonction des foyers de contamination et en fonction, disons, du financement des chercheurs camerounais qui ont créé ou qui créent des remèdes. Mais quand on distribue à tous les ministres, je ne sais pas, je prends le cas des 400 millions de la communication. Moi, je suis allé, j'ai demandé, en commençant par Info TV, pas un radis. Alors, les 400 millions sont partis où? On a encore donné à la CIA TV et à Cameroun Tribune. Donc, il y a eu une erreur au départ, c'est cette répartition des biens. Une seule commission pouvait gérer cet argent. Et au lieu qu'on dise donner à tous les ministres, c'est comme ils se sont dit, nous avons eu un gâteau, partageons-le et mangeons. Et c'est ça qui fait problème. Il n'y avait pas de raison qu'on donne au ministère de la Communication, du Commerce, des Transports, de ceci. Je ne comprends pas quelle est la logique qui a présidé à cette répartition. Oui, président. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres sujets. Il y avait que cela. Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir sur un qui a déjà. Moi, je dis oui. Ce qu'il vient de dire est très important. Il faut le comprendre. C'est parce qu'on aime son pays qu'on parle comme ça. Si on n'aime pas son pays, on ne peut pas parler comme ça. On cherche aussi ses strapontins et puis on reste là-dessus. Nous sommes devant une situation qui devait nous amener à dire que cette commission-là qui se met en place, cette régie qui se met en place, a quand même des régions, a quand même des communes, des gens qui sont avec les populations, qui vivent ça tous les jours. Mais depuis 1991 qu'on a parlé de décentralisation, vous voyez que tout se confisque au niveau des ministères. Même le Covid là, où on a vu des maires, des députés aller sur le terrain à essayer de donner des gels et tout ça. Non, franchement, vous pensez que il y aurait mieux que les élus locaux pour gérer une situation comme celle-là? Non. Donc, c'est les ministres encore. Maintenant, les ministres eux-mêmes sont soumis à quelque chose qui est terrible, la taxe force. C'est-à-dire que l'argent qu'ils refusent aux collectivités décentralisées, eux-mêmes, on les arrête ça encore, on amène à la présidence. Nous attendons la décentralisation avec tout ça. Est-ce que nous sommes sérieux? Où est la décentralisation? Si on va développer plus loin, on va avoir les larmes aux yeux. Parce que même les 15%, 75 milliards par 10, ça fait les 15%. On donne 3 milliards. Les gars se mettent à faire déjà des plans pour acheter les véhicules. On vous dit, vous, les bureaux, là, gérez ça. Le peuple a quoi dedans? Regardez un peu ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Parce que des gens ont espéré sur la décentralisation. Mais la décentralisation a été vidée de sa substance depuis 91 à nos jours. Et maintenant, on donne des coquilles vides aux gens. Et on leur dit, comme vous êtes membre du bureau là, vous allez avoir 3 milliards là pour gérer. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que c'est ça qu'on attend de la décentralisation? Est-ce que c'est ça qu'on attend des régions? Est-ce que c'est ça qu'on attend des communes? Tout est à Yaoundé. Et maintenant, eux-mêmes subissent même ce que eux ils ont fait aux collectivités décentralisées. On leur arrête ça encore, on amène à la présidence. Vous voyez donc qu'on est très très loin de la décentralisation que nous cherchons et du fédéralisme qui va venir. Vous nous avez plongé directement dans notre dernière thématique, président Sambaka, qui est déjà d'ailleurs affichée. On parle justement de cette décentralisation aujourd'hui. Lorsqu'on jette un regard avec l'arrivée des régions, puisqu'on est dessus, je commence avec vous directement. Avec l'arrivée des régions, on était presque convaincus que désormais tout allait se répartir et qu'on allait voir en action ceux-là qui sont proches de la population. Aujourd'hui, on a des conflits. Les maires des villes qui ne comprennent plus ses responsabilités face aux maires, c'est qui crée des clashs dans les communes au Cameroun, qu'on soit à Yaoundé, à Douala ou encore dans la région de l'Ouest du Cameroun pour les cas les plus patents. On a du mal à comprendre comment ça doit fonctionner. Aujourd'hui, comment on se retrouve encore à ce niveau alors qu'il a fallu des années quand même pour mettre sur pied cette décentralisation salutaire, on tient à le rappeler, pour l'avenir du Cameroun. C'est tout simplement parce qu'on a triché.
Il ne faut pas tricher dans ces choses-là, parce que ça vous rattrape. On a triché. Ceux qui sont là ne représentent pas le peuple. C'est ça la vérité. Et ils tiennent leur pouvoir d'ailleurs. Et ils rendent compte ailleurs. Ils ne rendent pas compte au peuple. Allez dans ces régions. Allez leur demander que les 3 milliards qu'on vous a donnés, au lieu de 75 milliards, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous allez répartir par département? Vous allez donner quelque chose à chaque département pour qu'eux ils voient au niveau des communes comment ils vont faire? Non. Ils vont vous dire que oui, il faut acheter les 4x4, il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut que ça tourne. Non, on se moque de peuple. C'est pas ça la décentralisation. Moi je l'avais dit. Je l'ai dit depuis plus de 10 ans. Vous n'étiez pas encore à Yaoundé. C'était notre sujet tous les jours. Je dis que ce qu'on a discuté à la tripartite, on est en train de dévoyer cela. On est en train de dévoyer. Et on met ça en place au fur et à mesure qu'on a trouvé une solution de centralisation, de recentralisation. Quand les régions sont arrivées, vous avez vu vous-même que les 10 gouverneurs ont installé les régions en tenue blanche. C'est un symbole. C'est comme ça que l'administration coloniale faisait. Pour vous dire que vous êtes mes sujets. Pour vous dire que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est clair. Aujourd'hui, on a pris les chefs traditionnels. On les a mis avec les politiques. Maintenant, quand ils arrivent au conseil, ils disent qu'on ne doit pas s'asseoir à la même place. Nous, on est des chefs. Donc, il faut être sérieux. Soit on a la chambre des chefs, soit vous vous mélangez comme vous avez accepté de vous mélanger avec les politiques et on se donne des coups de poing. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent encore que, arriver là-dedans, qu'on leur trouve des places spéciales pour les chefs. Est-ce qu'ils sont des chefs dignes? Je sais que je ne devrais pas le dire, mais ils ne doivent pas se laisser entraîner. Parce que quand les anglophones, eux, ils parlent de chambre de chefs. Eux, ils sont là tranquilles, ils veulent prendre la place des politiques. Et quand maintenant ils se retrouvent avec les politiques, il faut leur trouver leur place de chef. Vous pensez qu'un pays va marcher comme ça? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Chacun doit être chez lui, en train de travailler efficacement. Donc la chefferie traditionnelle est encore remise en question. Vous voyez comment, de dysfonctionnement en dysfonctionnement. Et tout ça pourquoi? Parce que ce qu'on avait réfléchi, ce qu'on avait pensé en 91 pour le Cameroun, on a déconstruit tout cela. Et ça a pris 25 ans pour déconstruire tout ça. Et on a dit l'aboutissement. L'aboutissement, ce sont les régions. Où sont ces régions? Avec 3 milliards de francs. Où sont ces régions? L'impact sur les populations, c'est quoi? Parce que la décentralisation, c'est quoi? C'est que c'est un développement qui part de la base, qui est enraciné à partir des communes. On a 360 communes. Donc nous avons probablement dans ces 360 communes, si vous donnez 1 milliard à une commune qui est au fin fond de la brousse, peut devenir un paradis. Vous comprenez? Parce qu'il faut partir sur des starting blocks. Après la répartition, il y a des communes qui vont se développer plus que d'autres parce qu'ils ont plus de possibilités que d'autres. Mais il faut les faire partir quelque part sur quelque chose qui est juste. Et c'est pour cette raison que j'avais, en son temps, il y a 7 ans, écrit pour dire qu'il faut un plan d'urgence pour nos communes qui puisse permettre à nos communes de se mettre déjà debout. Parce que ce que nous oublions, c'est que ceux qui nous gouvernent ne peuvent avoir la force à l'extérieur que s'ils ont un peuple debout. Un peuple qui suit. Une assemblée qui suit. Mais quand on fabrique tout ça, ça ne vaut plus rien. Et ça va mettre à mal nos dirigeants face aux autres. Il faut revenir, il faut ce qu'on a choisi. Si c'est la démocratie, faisons la démocratie. Si c'est le parti unique où on va nommer tous azimuts, qu'on revienne au parti unique et qu'on nomme tous azimuts. Mais toujours est-il dit que la décentralisation au Cameroun est très mal partie. Il faut recommencer tout à zéro. Monsieur le maire, vous avez géré une mairie. Aujourd'hui, le peuple a soif de se sentir impliqué parce qu'avec la mise de cette décentralisation, on a annoncé qu'on avait le droit de s'impliquer, de questionner. Aujourd'hui, avec les autorités qui se confondent, même le peuple est un tout petit peu perdu. Et on finit par se demander si on va continuer à attendre finalement cette décentralisation où il faille que brutalement on finisse par la mettre en pratique. Madame Guissé, le sujet que vous voulez aborder est assez dense. Oui. Et c'est pour ça qu'en quelques minutes, il est difficile de vraiment dire quelque chose de suffisamment élaboré. Mais je veux quand même dire que ça, toi, voulait la décentralisation. Il y a un volet institutionnel, c'est-à-dire sur les lois. Il y a un volet administratif, mais il y a également un volet politique.
Le volet institutionnel est tel que le Cameroun a fait le plus mauvais choix de la décentralisation. C'est-à-dire nous avons choisi un mode qui donne la liberté à ceux qui doivent transférer les fonds de choisir de les utiliser à notre bénéfice ou de nous envoyer ça. C'est-à-dire c'est la concomitance. Le Cameroun a fait ce choix. Ailleurs, on a fait le choix d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on confère 4 compétences, mais on les confère complètement entièrement. Mais nous, la loi dit que l'État central peut transférer et ou faire au profit de. Donc on peut vous donner comme on peut gérer à votre place. Tout à fait. D'accord. C'est légal, hein, c'est un peu comme l'esclavage qui était légal, malheureusement. Maintenant, sur le plan politique, reconnaissons que la mise en place des régions est le parachèvement de la mise en place des collectivités déjà décentralisées. Maintenant, ce qui se passe, là, ça dépend. Parce que vous savez, lorsqu'on est un vrai élu, on n'obéit pas à un ordre illégal. Parce que la loi est claire. Une injonction illégale ne s'exécute pas, sauf chez les militaires ou chez la police, je ne connais pas. Mais moi, je n'obéis pas à un ordre illégal. Et c'est pour ça que, entre ce que les gens disent, parce que j'ai écouté comme tout le monde, les gouverneurs rappelaient aux présidents de région qu'ils étaient pratiquement leurs subalternes. Ouais. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la loi en dispose autrement. Donc moi je ne comprends pas cette histoire où vous connaissez la loi, vous savez quelles sont vos prérogatives, mais vous obéissez à un ordre illégal. Je ne comprends pas ça du tout. De toute façon, on vous a nommé. Est-ce qu'ils connaissent même la loi? Non, je ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, l'autre côté, qui est plus administratif, c'est que les habitudes ont la peau dure. Vous savez, si vous regardez la législation sur la descente, le simple mot sous-préfet n'existe pas. Le simple mot sous-préfet n'existe pas. Il y a des maires qui attendent des ordres du sous-préfet pour agir. Donc il faudra que les gens se socialisent et se forment. Former veut dire savoir d'abord ce que la loi te donne comme prérogative. Parce que jamais on ne va à un transfert de compétences si nous ne revendiquons pas. Parce qu'au Cameroun, on a organisé la compétence de manière que la compétence devient simplement une simple prérogative. Mais parce qu'il n'y a pas de compétences sans ressources. Mais les gens vous transfèrent les compétences. Je rappelle quand même que les régions ont leurs compétences qui n'ont rien à voir avec les compétences transférées aux communes. Maintenant, le budget des régions, parce qu'on a obligé de saccader un peu, on n'a pas ce temps. Le budget des communes qui a été élaboré en pleine année budgétaire est dédié simplement au fonctionnement. Les 3 milliards, c'est pour le fonctionnement. On peut questionner ça, mais il faut dire que c'est pour le fonctionnement, toutes les régions. On peut comprendre, hein, les régions n'ont pas de siège, elles n'ont pas de personnel, elles n'ont pas, ils vont se mettre en œuvre. Maintenant, souhaitons quand même que l'année prochaine, qu'on commence à questionner, parce qu'il y a un comité qui s'occupe de la décentralisation, où des maires siègent. Il faudra que cette histoire de concomitance puisse sauter. Mais monsieur le maire, le souci aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, les salaires ont commencé à passer. Ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent qui leur était dû, le peu qu'on a envoyé, vous dites pour le fonctionnement. Mais ils fonctionnent à faire quoi? C'est peut-être la question. Si tout le monde doit attendre l'année prochaine pour commencer à voir pourquoi on a validé je ne l'ai pas dit, je dis ceci. Lorsque vous avez une administration à mettre sur pied, vraiment, soyons justes. 3 milliards pour construire un siège, pour recruter, pour payer, ce n'est pas beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais je dis, cela ne veut pas dire qu'on ne fasse pas notre travail. Parce que chercher à recruter... On le fait comment? Si vous n'avez pas les moyens, c'est pourquoi il a soulevé que les 3 milliards, ils feront quoi avec? Puisqu'ils n'ont rien. Je vous réponds que les 3 milliards, c'est pour le fonctionnement. Parce que le budget de l'investissement va être élaboré en fin d'année. Alors les populations. On mange d'abord. Les populations ne vivent pas du fonctionnement, elles vivent de l'investissement. Mais c'est où? C'est pour ça que je dis, on doit attendre l'année prochaine. Absolument, malheureusement. Malheureusement. Mais j'ai dit autre chose, c'est qu'au Cameroun, les gens pensent qu'on va venir leur donner. Si les maires ne se mettent pas debout comme le peuple eux-mêmes, que lorsqu'on préfet te dit donne l'argent, tu ne le donnes pas, que tu répètes au préfet que la loi en dispose autrement, on va rester là-dedans. Parce que lorsque j'écoutais, je veux le dire, le gouverneur d'Adamawa, qui a dit carrément au président de région qu'il attend de lui soumission. Ouais. Mais si ce monsieur se soumet, il va être soumis. Mais s'il se soumet, rien ne va se passer. Parce que curieusement, les gens pensent que si vous respectez la loi et pas les hommes, vous serez tapé. Non. Il n'y a pas un seul maire qui a été blâmé parce qu'il a appliqué la loi. Il n'y a pas un seul. Mais les maires, dans leur tripatouillage, se retrouvent à être les amis avec le préfet. Et du coup, lorsque tu veux être ami, parce que le préfet te demande peut-être tu donnes, le moment venu, la chambre des comptes, qui est le juge des comptes publics, tu comparais seul, le préfet n'est pas là. Donc il est question que les élus locaux se forment et qu'ils sachent quels sont véritablement leurs droits. Maintenant, s'ils ne le savent pas, tant pis, que le peuple choisisse d'autres personnes. Et en attendant, nous on ouvre les grands yeux. Vous dites le peuple choisit d'autres personnes. Vous avez l'impression que ceux qui sont d'abord là ont été choisis?
Oh oui, Non? certains ont été choisis. Non. Heureusement, c'est bon, vous dites vous-même certains. Parce qu'on a vécu le cas de Banganté il y a quelques jours, où un tripatouillage a abouti Moi, au j'étais choix pas à du Banganté, je maire. n'en parle pas. Oui, et ça a donné ce Non, que ça a c'est ce donné. qui s'est Ça a passé. été Il visible. faut pas faire du pontificatisme. Ça s'est mal passé à Banganté parce que je vous l'ai dit depuis le début, et avec monsieur le maire sur le plateau, qu'il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Les Jacobins n'acceptent pas la décentralisation. Il faut que tout se décide à partir du centre. C'est le centralisme d'État. Et faites toutes les petites contorsions que vous pouvez faire. Je dis, il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Personne n'en a voulu. Parce que 25 ans, vous avez mis les mauvaises habitudes dans une marmite et vous avez mis cette marmite au feu. 25 ans, ça ne ramollit pas. Vous pensez qu'il faut attendre combien de temps encore? Non. Je reviens dessus. Les décentralisations a quelque chose de fondamental. C'est l'élection. Et il n'y a pas eu d'élection. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas parler de décentralisation. Et la décentralisation est adossée aussi à l'autonomie financière. Et je n'en vois pas. Et la décentralisation, enfin, ne supporte pas que ce soit un administratif qui a été nommé qui vienne installer celui qui aurait été élu. C'est une aberration que nous acceptons et nous continuons à parler de décentralisation. Il n'y a pas de décentralisation. Ceux qui ont fait ces textes sont des Jacobins et il faut être clair. Je ne sais pas, vous parlez de 3 milliards pour le fonctionnement des 260 communes ou Non, des régions. Des régions. Des conseils régionaux. Les conseils régionaux. Mais c'est pour faire quoi? Et il y a combien? Il y a 10 conseils. Et 3 milliards, c'est quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir à satisfaire quelques petits copains dans des marchés bidons de fourniture de tables, de ceci et de cela. Et d'autres vont même dire, comme c'est le fonctionnement, il faut des voitures. Mais les voitures qui ne vont rendre aucun service au peuple. Soyons clairs, disons au gouvernement, l'entourloupe que vous avez montée ne marche pas. On n'est pas obligé d'aller de l'avant. Nous pouvons faire marche arrière pour réfléchir parce qu'il s'agit de notre pays. On fait marche arrière jusqu'où? Jusqu'au Carrefour. Jusqu'au Carrefour, vraiment. Oui, pour choisir le bon chemin. Pour choisir le bon chemin. Oui. On choisit le bon chemin, on fait des bons textes. Et à ce moment-là, ça peut aller. Mais pour le moment, votre décentralisation, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de la gnognotte. Docteur, vous aussi, on continue à attendre, on pousse pour finalement y arriver, ou on fait marche arrière au Carrefour, comme il dit le président Sambaka. Je ne sais d'ailleurs pas lequel des Carrefour, parce que dans l'histoire du Cameroun... Je vais vous expliquer. D'accord, docteur Ngoé Logan. On recule, on fait marche arrière. On fait marche arrière et le Carrefour, c'est naturellement d'où on est venu. Voilà, donc on ne va pas faire marche arrière comme ça. En réalité, quand on s'accroche à tous ces concepts, c'est parce qu'on veut se développer. On veut vraiment sortir du sous-développement et donner une autre vie au peuple camerounais. Sinon, des concepts comme ça me fait le même effet comme la démocratie ou tout ce qui est là, qui vient des autres et qu'on nous donne des droits de l'homme, donc des concepts comme ça pour nous faire penser que nous sommes modernes. Ouais. Le problème n'est pas là. On ne veut pas être moderne ou pas. Nous voulons être développés. Et je pense que le problème du développement de notre pays, ce n'est pas dans la décentralisation ou le ralentissement ou le fait que ça n'évolue pas bien, ou ce n'est pas non plus dans le centrisme, si on veut. Le problème du Cameroun, ce n'est pas là. Bon, si le peuple veut la décentralisation, on va donner aux gens ce qu'ils veulent, mais que ça se fasse normalement. Mais le problème n'est pas là. Le problème ici, notre problème ici, c'est la corruption.
C'est la corruption. Parce que là, on parle des milliards qu'il faut donner, mais on va les prendre puisque ça se retrouve dans des comptes, en banque des comptes personnels. Le problème du Cameroun pour le développement, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de décentralisation. C'est vrai que c'est quelque chose peut-être de bien si ça s'applique normalement. Mais le problème n'est pas la décentralisation, c'est la corruption. C'est le tribalisme. Ce sont des confréries. C'est ça en fait, c'est le corporatisme comme Macron le disait pour la France. C'est ça le problème du Cameroun. Si vous avez quelque chose, vous avez un argent pour faire quelque chose et que vous ne le faites pas, ou vous le faites mal, ou vous le faites à moitié comme on est en train de voir avec le Covid-Gate, c'est la corruption, c'est ça qui fait notre développement. Le tribalisme, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il faut faire, mais vous le mettez quand même quelque part pour qu'il fasse mal ou pour qu'il ne fasse pas du tout. C'est ça qui fait notre développement. Ce sont des confréries. Le patriarche le dit tous les jours ici. Dans ces confréries occidentales, je ne vais pas faire leur publicité ici. Le frater ne peut pas accuser ou condamner son frère. Il y a une obligation d'assistance et de soutien mutuel. Donc, voici ce qui mine notre développement. Et on va partir dans le corporatisme ici au Cameroun. Quand on veut faire des choses, chaque corps veut montrer qu'il a un corps d'élite. Quand vous voyez ceux qui sortent de l'ENAM, ceux qui font la loi, ils font la loi en leur faveur, pas à la faveur du peuple. Ils font la loi en leur faveur, là où ils vont s'asseoir comme c'est... Comme quelqu'un, il y a un de mes supérieurs qui appelait ça à l'école des empereurs. Comme ce sont des empereurs, ils vont s'asseoir, ils vont s'installer dans leur bon fauteuil, ils doivent vivre bien pour montrer que vraiment c'est une école d'exception. Quand on sort de là, on n'est pas n'importe qui. Vous allez dans l'armée, c'est pareil, les militaires, les officiers, ils sont un peu des surhommes. Donc, il faut que tout soit aménagé pour que le militaire soit à l'aise. C'est pas pour que le Camerounais soit à l'aise, c'est pour que le militaire soit à l'aise. Vous allez voir ça dans tous les corps, le corps des enseignants. Vous voyez, par exemple, moi je suis enseignante du supérieur. Vous voyez que quand on parle de nous, non, nous sommes, Dieu est au ciel, nous sommes sur terre. C'est-à-dire, ici, on a des moyens pour que nous soyons bien. D'accord? Si on a le pouvoir, on va s'arranger à ce que nous soyons bien d'abord. Et puis, bon, les autres, on verra. Et c'est la même chose qu'on va observer partout. Et c'est donc pour vous, cette situation se décentralise au même rythme que... C'est-à-dire qu'il y ait centralisme ou décentralisation. Ça va au même rythme. Si on prend les mêmes hommes avec la même mentalité, avec les mêmes pratiques, on va les amener dans les collectivités décentralisées, ça sera la même chose. Il n'y aura pas de développement. Il faut travailler par la source. Il faut toucher le mal par sa racine. Le mal, c'est nos mentalités. C'est ce que je viens de ressortir là. Donc, essayons de retravailler ça. Le reste là, on verra. Moi, je ne me laisse pas éblouir par tous ces nouveaux termes. Ça m'intéresse parce qu'il m'intéresse, c'est le développement. Et je dis, il n'y a pas un seul chemin qui mène au développement. Tout chemin peut mener au développement si nous avons les bonnes personnes qui font le bon travail. Qu'est-ce qui a changé à Yaoundé? Madame, moi je suis un homme politique. Je réfléchis aussi par rapport à ça. Tout part du fait que, quel est l'objectif que nous nous sommes fixés? Est-ce que nous continuons avec le jacobinisme en étant noirs? Ou bien alors nous entrons dans une administration de développement? Si nous entrons dans une administration de développement, on doit pouvoir savoir que les communes sont gérées par des élus. Et ces élus-là sont proches de populations. Les populations les votent, les contrôlent, les sanctionnent. Vous voyez? Ça, c'est à l'échelle. Maintenant, les conseillers régionaux viennent de ces communes. Et ils s'organisent pour qu'ils aient... Donc, même si c'est de manière indirecte, ils sont élus. Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y aura une guerre sans merci entre les administratifs là, qui issus du jacobinisme avec les élus du peuple. Parce que les peuples ne doivent pas être des peuples dans leur mentalité. Les peuples doivent être des sujets, les peuples doivent être des populations. Quand le commandant doit passer, quand le sous-préfet doit passer, si vous avez votre dernière chèvre et que vous ne donnez pas, ça veut dire que vous êtes un mauvais citoyen. Quand le sous-préfet doit passer, avant même, dans nos villages, quand le sous-préfet venait passer, on disait, voilà la voiture du sous-préfet qui arrive, tout le monde est en brousse. Les gens se mettent en brousse parce que la voiture du sous-préfet doit passer. C'est comme ça que ça se passait. Ils n'ont pas changé de mentalité. Ils sont toujours dans ce jacobinisme. N'est-ce pas? Et ce jacobinisme-là, on doit l'éliminer. Si on élimine ça de nos mentalités, et que maintenant on réfléchisse sur ce que nous voulons que notre pays soit,
sur ce que nous voulons que l'Afrique soit. Et quel est le mode de gestion? Vous avez vu à Garoua l'autre jour, il y a eu un nouveau lamido. Et on s'est rendu compte que dans nos pays, il y a des modes de choix qui diffèrent d'un espace à un autre. Et celui-là était plus élargi. Hein, par rapport à ce que le jacobinisme nous dit que si c'est votre père, c'est vous. Et si vous êtes incapable, vous allez amener tout le village dans l'eau. Alors que vous avez peut-être un cousin ou un petit frère qui est de la lignée et qui puisse le faire. Donc, moi, j'ai retenu une leçon là-dessus. On peut puiser des choses de chez nous. On peut prendre ce qui peut nous faire avancer de ces différents colons qui sont passés ici, mais nous devons bâtir un Cameroun à nous. C'est ça la vérité, madame. Nous devons bâtir un Cameroun à nous. Et nous avons toutes les intelligences aujourd'hui réunies pour le faire. C'est la volonté politique qui manque. Parce que les gens se complaisent dans ce jacobinisme. Quand on vous dit qu'un gouverneur dit vous me devez soumission, quand le sous-préfet ou le préfet dit à un chef de village que vous devez prendre ce sommaçon et remercier le chef de l'État, tout ça, nous vivons ça au quotidien. C'est une guerre entre eux. Maintenant, si vous allez de l'autre côté, vous voyez les ministres, le budget qu'ils ont, ils ne transfèrent pas. Parfois, ils transfèrent les compétences, ils ne transfèrent pas les ressources. Vous voyez? Donc, ils vous mettent encore en difficulté. Après, ils disent que ces maires-là même, ces communes-là, ce sont des illettrés, ils n'arrivent même... Mais qu'est-ce qu'on appelle illettrés? Qu'est-ce qu'on appelle sage? La politique, ce n'est pas cela. Parce que quand vous travaillez avec les populations, ce sont les populations qui donnent leurs désidérata et puis vous les traduisez. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas cette façon de raisonner. Ils ne l'ont pas. Mais et on ne leur enseigne pas ça à l'ENAM. Est-ce qu'on peut leur sortir donc de là? Mais c'est le peuple qui est souverain. Je reviens encore à cette notion. Chaque Camerounais qui va se rendre compte qu'il peut transformer son pays, on sera debout. Vous comprenez? Parce que quand ce ne sera juste, on va applaudir. Quand ce sera injuste, on va se lever. Et vous avez l'impression que c'est possible? Mais c'est possible dans tous les peuples. Il n'y a pas d'autre issue, sinon on est condamné. Vous comprenez? Il ne faut pas aller contre ce qui est injuste, ou bien contre la loi. Mais quand on viole la loi, le peuple doit se soulever. Quand on viole la loi, vous comprenez? Mais on n'a pas à se soulever pour des futilités, ou bien pour des choses parce qu'on revendique ci ou ça. On attend les élections. Il faut remarquer qu'au Cameroun, il y a 3 millions de gens qui votent. Depuis un bon bout de temps. Les jeunes sont arrivés, il y a toujours 3 millions qui votent effectivement. Dans les 3 millions, il y a des brigades qui prennent les cartes et viennent nous voir, nous qui sommes les candidats, pour dire voilà 5 000 par voix. Vous achetez, on vous donne les voix. Donc si vous enlevez 1 million sur les 3 millions qui votent, qui se font acheter, il ne reste que 2 millions. Et maintenant, vous voyez dans les partis politiques en train de s'entre-déchirer. À l'opposition, c'est grave. Les gens s'entre-déchirent. Vous voulez aller où avec ça? Il faut d'abord que le peuple nous mette en ordre de bataille. Ce peuple doit se lever, n'est-ce pas, faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire devenir des citoyens, s'inscrire, voter, contrôler, sanctionner. On va amener maintenant les élus à faire ce que le peuple veut. Parce que vous allez vous rendre compte à ce moment-là, beaucoup de gens vont fuir les partis politiques. Parce que c'est le peuple qui va décider à ce moment-là. Ça ne va pas en vous sanctionner. Donc si nous avons cet esprit citoyen, si nous ramenons cette souveraineté retrouvée par chaque Camerounais, le reste va marcher. Parce que ceux qui vont se mettre devant pour travailler pour ce peuple-là seront tenus de leur rendre compte. Or, au jour d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Et vous voyez bien que même ceux qui confisquent tout, on essaye de les protéger et les gens tombent dans ce piège. Je ne dis pas que le monsieur le maire est tombé dans ce piège, mais je dis que ce que nous attendons aujourd'hui, c'est les degrés d'infraction et les degrés de peine. Ceux qui seront innocentés seront innocents. Vous comprenez? Mais comme la Chambre des comptes nous a dit qu'il y a une 30aine de fautes, ça veut dire qu'il y aura des punitions. Et des punitions à la hauteur de l'infraction. C'est ça que nous attendons d'eux. Mais sinon, on ne doute pas un seul instant que l'argent a été détourné. C'est dans l'ADN des dirigeants camerounais. Monsieur le maire, la solution dans les mains des citoyens, comme il le dit le président Sambaka,
peut-être la solution de demain. C'est ce que l'UPC avait fait. Hein? Je suis très flatté par le discours messianique du président Sambaka. Mais je dis, il veut anesthésier les partis politiques. Parce que c'est effectivement le rôle des partis politiques. Non. De citoyenniser les populations. Malheureusement. Parce que si on attend que c'est l'inverse qui se produise, les populations depuis 60 ans ont été populisées et aujourd'hui elles sont dans le principe de on va faire comment. Non, c'est vrai, président. Si vous attendez que c'est ce peuple qui nous socialise, ça veut dire qu'on perd notre temps. On va faire ça ensemble. Dans ces conditions, il faudra que chacun nous démissionne de son parti. Mais moi, je dis, c'est plutôt l'inverse. Les partis doivent être dans leur véritable rôle d'éducation, de formation, et afin que les populations deviennent un peuple. Malheureusement, nous n'avons pas un objectif commun. J'en parlais tout à l'heure. Malheureusement, vous visualisez l'Afrique en commun, mais des combats en commun en interne, c'est déjà compliqué. Le combat, se mettre en groupe pour enlever un individu n'est pas un combat sain. Non, pas pour enlever un individu. Il faut que enlever un individu soit un moyen plutôt. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont focus sur le fait que j'en veux à Sambaka, j'en veux à tel, et c'était très dangereux. Donc je souhaite pour ma part que nous, les politiques dans ce pays, qu'on se remette en cause et qu'on se dise, nous avons failli nous tous à notre véritable mission. Parce qu'apparemment, nous gagnons également à avoir des militants incultes. C'est facile à convaincre. Hein. Lorsque les militants seront éduqués, lorsqu'ils n'auront pas faim. Parce qu'un homme éduqué, moi, c'est souvent stupide quand lorsque tu vois quelqu'un qui dit qu'il était à l'école et qui cherche un emploi. L'école vous aide à acquérir un savoir, pas absolument à trouver un emploi. Vous devez vous battre pour trouver ou devenir votre propre employeur. Donc il faudra qu'on change sur beaucoup de principes. Malheureusement, ce n'est pas comme un coup de baguette, ce n'est pas une chemise qu'on change. Hein. Il faut se socialiser le peuple et c'est le rôle des partis politiques. En tout cas, le mien, c'est ce qu'on fait depuis l'indépendance. L'avantage qu'on a eu avant, c'est que l'indépendance était un idéal pour tout le monde. Il n'y avait pas de combat comme on dit. C'est vrai qu'on avait créé le parti fantoche, mais aujourd'hui où les gens veulent plutôt le pouvoir, ils ne sont pas nombreux à dire je veux d'abord éduquer le peuple, le former et demander le pouvoir après. Tout le monde va arriver au pouvoir aujourd'hui pour peut-être faire la même chose au pire que celui qui est là. Commissaire Bill, tu as raison. Ils se sont dit que le chef de l'État est devenu inactif et ils n'attendent plus que sa mort. Alors avant de mourir, il leur a fait don d'une manne à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et la manne, on sait comment elle se partage. C'est comme un éléphant au sol. Chacun coupe sa part. Tant pis pour les moins forts. Tous dedans. La décentralisation, c'est trop tôt de voir les résultats et les effets de celle-ci. Les gens ont eu des habitudes et c'est les mêmes qui y sont encore. Il faut un certain temps pour nous, mais nous y parviendrons. Un toxicomane n'abandonne pas immédiatement la drogue, même s'il est en cure de désintoxication. Georges depuis Douala. Bonjour le plateau. S'il te plaît, patriarche, il est temps. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Tu me provoques aujourd'hui. Bonjour le plateau, s'il te plaît, patriarche, il est temps que tu te reposes. Je n'arrive pas à comprendre que tu acceptes la présence. Il arrive en retard, mais il insiste. La présence russe en Afrique, Poutine est un dictateur criminel. Je soutiens la position de M. Nyek et Sambaka, El Hadj Mariga Ibrahim. Ce sont tes amis. Tu es inculte. Soyons sérieux, ils n'ont plus de preuves à apporter car rien n'a été présenté devant la Chambre des comptes. C'est Siaga désiré depuis Douala. Ce que dit M. Sambaka est bien vrai. Regardez plus bas. On dirait qu'on a donné du zèle au maire d'arnaquer le peuple. Lancez un regard dans tous les marchés aujourd'hui où tous les secteurs informels sont traqués et arnaqués par les taxes exorbitantes. C'est Siaga qui nous écrit depuis Douala. Parce qu'on a confisqué l'argent des mairies à Yaoundé. Chers panélistes, s'il vous plaît, aidez-moi à dire à M. Nyek que 1 an, c'est 365 jours, alors que le peuple doit attendre encore 1 an pour que le conseil régional se loge d'abord, c'est criminel. Je pense que c'est en 1996, donc il y a de cela 25 ans, que M. Paul Biya a décidé de la décentralisation contre la volonté du peuple qui voulait autre chose. Mais en 25 ans de réflexion, voilà ce qu'on nous propose comme décentralisation. Des Camerounais qui doivent quitter, guider pour avoir une CNI à Yaoundé, des frais du Covid remis au ministre au lieu des maires, du président de la République qui instruit au procureur d'enquêter, du ministre de la Communication qui plaide sur la présomption d'innocence, des fils des pontes nommés maires. Ah, heureusement que j'ai un rêve. I have a dream. Continuez de rêver, président. Bonjour Info TV, votre chaîne est devenue une marque. Je salue le dynamisme du vieux Sambaka. Bonjour à vous, merci pour cette émission.
sais pas si je dois dire, je prends mon pied, c'est ce qu'il est en train de dire. Je déguste véritablement et ils sont cultivés, tous les panélistes aujourd'hui. Je n'ai même pas moyen d'en insulter un. Il y en a qui aiment insulter et qui sont bloqués aujourd'hui, ils n'ont pas de bouc émissaire à l'écran. C'est compliqué pour vous, hein, les insulteurs publics. Bonjour Rosalie, vraiment cette décentralisation, mieux on nous laisse tranquille parce que on est fatigué d'attendre la suite qui ne vient pas. Vivement qu'on nous dégage même cela, mieux la fédération, peut-être on pourrait mieux s'en sortir. Kim Kambo nous dit ce matin, bonjour, merci pour tout ma star. Je prends plaisir encore à regarder cette émission ce matin. Vraiment cette affaire de décentralisation au sol. Nous, on va finir par mettre ça dans la marmite. S'ils ne font rien pour nous permettre à nous tous d'évoluer dans ce pays, le Cameroun, c'est pour tout le monde. C'est vrai que le problème des mairies revient des marchés. Plusieurs personnes en parlent. À tous ceux qui résident près des marchés, c'est grave en ce moment. C'est comme si les maires ont décidé d'en découdre avec nous commerçants. Il faudrait vraiment qu'on nous explique si c'est aussi dans la décentralisation. C'est aussi dans la décentralisation. Oui, mais c'est pour dire que les maires se retrouvent en train d'embêter les gens, n'est-ce pas? Parce que ce que l'État doit leur donner, l'impôt de tous les Camerounais, le budget de l'État n'est pas réparti. Ils sont obligés de se débrouiller sur le terrain. Mais moi, j'appelle ça, chaque fois qu'ils se réunissent, ils inventent une nouvelle taxe. Tout ça parce qu'ils sont incapables de revendiquer ce qui est de leur droit. Maintenant, qui doit payer? Ce sont les commerçants. Ces commerçants-là, moi j'ai vu à Douala par exemple, une jeune femme, n'est-ce pas, on lui demandait 150 000 francs pour son salon de coiffure. Cette femme-là, il n'y a que le samedi ou le dimanche qu'elle réussit à avoir 4 000 ou 5 000 francs de bénéfices. N'est-ce pas? Et on va lui demander une taxe spéciale de 150 000 francs. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle doit payer le loyer, etc., etc. Donc je crois qu'il faut rendre, n'est-ce pas, notre administration fiscale plus humaine. Plus humaine. Parce que même les maires, là, c'est les populations qui les votent. Mais comme ils savent qu'ils sont nommés, n'est-ce pas? Ils ne font pas un effort pour qu'ils se mettent en phase avec le peuple. Donc, dès qu'ils ne se mettent pas en phase avec le peuple, ils agissent exactement comme les Jacobins. Alors qu'ils sont supposés être en phase avec le peuple. C'est pour cette raison qu'on dit, quand on va continuer à faire ça, qui va perdre? C'est le peuple. Le peuple doit se mettre debout. Le peuple doit devenir citoyen. Le peuple doit devenir le peuple, pas les populations. Tant que le peuple n'a pas compris, et là, je ne me suis pas bien fait comprendre par monsieur le maire, et que nous, on est là pour éduquer, pour présenter nos projets. C'est de l'éducation aussi. Mais le peuple, lui, il est nombreux. C'est lui qui décide. Donc, s'il a conscience de sa souveraineté, alors il mettra qui il faut. Parce que si vous élisez quelqu'un et que ce monsieur ne travaille pas bien, vous avez le choix de l'enlever la prochaine fois. Ou alors vous avez le devoir, dorénavant, de bien regarder avant d'élire quelqu'un. Vous voyez? Ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein, là où les élections se passent correctement. Nous, on doit y arriver là où le peuple est souverain. Je dis la souveraineté populaire. Là, le peuple, chaque Camerounais est conscient de sa souveraineté, que sa voix compte. D'accord. C'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit transférer. Parce que ce que l'État transfère aux collectivités décentralisées est hypothétique. Donc, c'est désormais le peuple qui doit transférer ses pouvoirs vers le haut. Vous comprenez, il faut renverser la pyramide. C'est ça qui est important pour avoir des bases solides qui sont les communes. Et vous allez voir qu'en quelques années, ce pays va se développer. Et quand le FMI, les gens de Yaoundé vont faire leurs bêtises, n'est-ce pas? Les maires seront là pour continuer à gérer leur population sans que leur population ne soit véritablement affectée. Mais quand on va nous bloquer tout à Yaoundé, ils n'auront plus rien. Et le peuple va souffrir. C'est ça la décentralisation. C'est ça le fédéralisme. Il faut partager. Merci à vous quatre d'avoir été là ce matin. Grandement merci, Président Sambaka, d'avoir accepté de retarder votre départ pour nous. Et c'est un bonheur de vous revoir. Merci à toute l'équipe technique qui était mobilisée. Narcisse Ondoa était derrière les caméras. Belvas a réalisé cette émission. Anissé Nomo était derrière le mixage vidéo. Jean-Martin Kenfak a supervisé la technique. Marcel Ngono a fait le make-up et bien sûr la supervision générale reste signée du PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Mva. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour un autre débat demain 10h. Le journal des mi-journées, c'est tout de suite. Moritorine, vous ne bougez pas. Les Amazones suivront juste après. Restez simplement sur Info Télévision, des programmes très
Ça, les chances se poursuivent. Au revoir. Info Télévision, c'est votre télé.